Le protagoniste de cette histoire, Gisant Perhomme, traîne une sacrée réputation. Un maître d'épée incontrôlable, un ermite coincé dans sa chambre, un fou à lière, et pour ne rien arranger, le fils aîné soi-disant inutile du comte Perhomme. Avec un CV pareil, on pourrait croire qu'il n'est qu'un gosse de riche capricieux. Eh bien non, ce n'est plus le cas. Ou du moins, plus maintenant. Son adversaire en fait les frais. Et on peut dire que ce pauvre barbu hallucine lorsqu'il se prend une raclée par celui qu'il considérait comme un fils d'âme raté. Gisant, quant à lui, est aussi serein qu'agaçant pendant la bataille. Mieux encore, il savoure pleinement l'instant. Tout l'argent qu'il a investi pour préparer ce piège porte enfin ses fruits. Alors, il n'hésite pas à demander avec un sourire moqueur si le barbu apprécie la surprise. Évidemment, ça rend son adversaire encore plus furieux. C'est comme si Gisant avait tout prédit. Et c'est exactement le cas. Sans aucune hésitation, il lui balance que non seulement il connaissait les plans de son ennemi, mais qu'il savait absolument tout depuis le début. Combien de soldats il y avait, qui étaient les espions, et même quel renfort avait été envoyé pour soutenir ce type. Le barbu n'en revient pas. Il explose de colère, criant à l'incrédulité, car même sa meilleure carte a été exposée par quelqu'un qu'il prenait pour un minable. Mais Gisant n'en a strictement rien à faire. D'un coup de pied bien placé au visage, il calme net ce bavard insupportable. Il est clair que cet idiot peut japper autant qu'il veut, mais cela ne changera rien. Gisant est certain de gagner. Toujours. Vous vous demandez comment il fait pour remporter chaque bataille? C'est simple. Mon gars sait absolument tout. Revenons maintenant presque un an en arrière, dans le royaume de Lituanie, non loin du domaine de Perhomme. Gisant Perhomme se réveille en sursaut. Il est en vie. Pourtant, il ne devrait pas l'être. La dernière chose dont il se souvient, c'est d'être au beau milieu d'une bataille perdue face à l'un des 7 plus grands chevaliers nobles du continent, et un gars qui était supposé l'éliminer. Mais attention, Gisant n'était pas un simple adversaire. Il était autrefois l'un des 7 rois mercenaires les plus craints du continent, connu sous le nom de Gisant Perhomme. Avant de l'achever, Hédin lui avait balancé qu'il était étonné de croiser les déchets d'une maison Perhomme déchue. Pour Hédin, Gisant avait disparu de la circulation après la mort tragique de sa sœur, au point qu'il en avait presque oublié son nom. Surpris, Gisant lui avait alors demandé comment il pouvait en savoir autant sur son passé. Hédin, avec un air supérieur, avait répondu qu'il savait tout depuis longtemps. Il avait consacré des années à traquer Gisant, car celui-ci avait autrefois été l'un des leurs. Quelqu'un qui avait travaillé aux côtés de la maison Deline pour mettre la famille Perhomme à genoux. Cette révélation prend notre garçon complètement au dépourvu, car cela signifie que la maison Deline n'était pas la seule responsable de la chute de sa famille. D'autres personnes étaient impliquées, et maintenant l'un d'eux se tenait juste devant lui. À cet instant précis, son mépris et sa soif de vengeance explosent, et Eden lui tranche la tête d'un seul coup. Mais lorsqu'il ouvre les yeux, il se réveille étonnamment en un seul morceau, comme si rien ne s'était passé. Pas la moindre égratignure sur son corps, et encore plus étrange, il semble avoir rajeuni. Désorienté, il regarde autour de lui sans comprendre ce qui se passe, jusqu'à ce qu'une voix l'appelle en lui donnant le titre de jeune maître et lui demande de sortir. Celui qui l'interpelle n'est autre que le soldat Ricardo, mais le pauvre homme se retrouve avec une épée tranchante pointée sous la gorge alors que notre garçon exige des réponses immédiates. Étonné par cette agressivité soudaine, Ricardo accepte de répondre à toutes les questions de son maître, bien qu'il ne comprenne pas pourquoi il doit subir une telle menace pour de simples interrogations. Gisant, lui aussi, est surpris par sa propre réaction. Il ne s'attendait pas à ressentir une telle méfiance envers quelqu'un qu'il considère désormais comme un allié. Ricardo, un peu agacé, rappelle calmement à Gisant qu'il s'était épuisé de colère plus tôt et s'était même endormi. Le soldat explique alors qu'ils doivent se dépêcher, car un groupe est prêt à attaquer des ors sous son commandement. Pour notre garçon, ces paroles n'ont aucun sens, il ne comprend toujours pas où il est jusqu'à ce que Ricardo lui dise de préparer ses affaires et de sortir, car des gens l'attendent. Mais quand il apprend qu'il se dirige vers le domaine des Perhomme, le choc est immense. Le nom de sa propre famille le déstabilise complètement. Dans ses souvenirs, le domaine Perhomme avait déjà été réduit en cendres. Lorsqu'ils arrivent au sommet d'une colline offrant une vue plongeante sur le domaine, tout doute s'efface. Il s'agit bien du domaine Perhomme, majestueux et intact, alors qu'il ne se souvient que de ses ruines. Ricardo, intrigué, murmure en lui demandant pourquoi il traite sa propre maison de maison déchue. Après tout, si le comte l'entendait, il risquerait une expulsion. Gisant, déboussolé, se pince la joue pour vérifier s'il est en train de rêver, mais la douleur est bien réelle. La conclusion s'impose alors. Il a voyagé dans le passé. En observant son apparence plus jeune, Gisant repense à son ancienne vie. À l'époque, son immaturité et son sentiment d'infériorité avaient causé bien des problèmes. Rejeté peu à peu par les siens, il n'avait pas supporté les critiques et avait fini par fuir la maison familiale. Mais après plusieurs années, il était devenu mercenaire, survivant à des batailles sans fin, perfectionnant ses compétences et se forgeant un nom. Désormais, face à cette nouvelle chance, Gisant comprend que tout pourrait être reconstruit. Il est retourné au pays du Perhomme pour réparer ses erreurs passées, mais à son arrivée, il découvre que sa maison a déjà été réduite en poussière. Pourtant, miracle, tout est là, une fois de plus.
Toutes les personnes qui lui étaient chères sont toujours vivantes, et il peine à contenir son excitation. Après tout, il a eu une autre chance de tout recommencer, mais pas le temps de se réjouir trop vite. Ricardo lui apprend qu'ils sont là pour attaquer les ors. À ce moment-là, des souvenirs précis refont surface. C'était ce jour-là, exactement celui où la majorité des membres de l'escouade de raid étaient morts dans sa vie passée. À l'époque, il avait voulu se faire un nom en suivant cette expédition. D'après le rapport, il n'y avait que 3 ors. Confiant, il avait cru que ce serait une promenade de santé, malgré son manque total d'expérience en commandement. Mais en arrivant, il s'était retrouvé face à une horde de plus de 20 ors. Résultat, presque tout le monde était mort à cause de sa bêtise et de son entêtement. Cette fois, Gisant est convaincu que ça devrait être faisable, puisque les ors n'ont pas de stratégie sophistiquée. Le vrai problème, c'est de savoir si ses soldats lui feront confiance, car pour eux, il n'est rien d'autre qu'un incapable. Mais pas le temps de se préparer. Une tour de guet vient d'être rasée, et la horde d'or charge déjà en rugissant. À la vue de ces créatures déchaînées, Gisant reste figé de stupeur. Il ne s'attendait pas à ce qu'ils attaquent si tôt. Les ors se déchaînent littéralement sur les soldats, balayant leur rang sans effort. Chaque ORC est suffisamment puissant pour éliminer plusieurs hommes à lui seul. Le chaos est total. Skov, le commandant de l'escouade, intervient alors, hurlant à tout le monde de se regrouper en formation défensive. Mais face à ces monstres brutaux, il ne semble y avoir aucune stratégie capable de fonctionner. Les ors continuent à massacrer les soldats à gauche et à droite, sans pitié. Même Skov commence à perdre espoir. Ils sont clairement tombés dans une embuscade, complètement pris au dépourvu. À ce rythme, ils vont tous y passer, c'est sûr. Soudain, quelqu'un appelle Skov. Il se retourne juste à temps pour apercevoir un énorme monstre prêt à l'écraser avec sa hache. Le commandant n'a pas le temps de réagir, c'est une question de secondes. C'est alors que Gisant surgit de nulle part, tire Skov hors de danger et tranche brutalement la main du monstre. Le geste est si rapide et précis qu'on dirait qu'il coupe un simple concombre. Tout le monde reste bouche bée. Comment un soi-disant bon à rien a-t-il pu accomplir une telle prouesse avec une telle aisance? Le monstre s'effondre lourdement au sol, tandis que Gisant, agacé, réalise que son corps ne peut toujours pas utiliser le mana comme avant. Il se redresse ensuite, retourne calmement vers Skov, lui tend la main avec un air déterminé et lui demande les droits du commandant, sous les regards abasourdis de toute l'escouade. Mais il semble que le commandant Skov ne soit pas vraiment convaincu qu'un idiot inutile comme Gisant ait sa place à la tête des troupes alors que la vie de tout le monde est en jeu. Il refuse catégoriquement et demande même, avec un air outré, si notre garçon croit vraiment que tout cela est un jeu. Même s'il est le jeune maître, Skov ne peut pas simplement abandonner l'autorité qui lui a été confiée par le Seigneur. Comme prévu, Gisant s'y attendait, personne ne lui ferait confiance. Énervé, il n'a pas vraiment le temps de discuter qu'un autre monstre charge dans leur direction. Le commandant, toujours convaincu que Gisant n'est qu'un incapable sans expérience, pense que tout est perdu. Mais notre garçon n'a plus le choix. Il doit montrer à ces imbéciles de quoi il est capable. D'un mouvement divin, il envoie son épée voler directement sur le monstre. Skov s'apprête immédiatement à le réprimander pour son insubordination, mais ses hurlements s'arrêtent net lorsqu'il voit l'ORC tomber raide mort d'un seul coup d'épée. Littéralement, la mâchoire du commandant se décroche tellement qu'on dirait qu'il souffre d'une constipation monumentale. Pendant ce temps, Gisant se tourne vers lui et lui demande s'il sait ce qui est le plus important dans un combat. Évidemment, Skov n'en a aucune idée, parce qu'à ses yeux, le vrai déchet ici, c'est lui. Gisant, exaspéré, reporte son attention sur les soldats terrifiés et rappelle au commandant que gagner une bataille est impossible si les troupes sont paralysées par la peur. Le premier pas vers la victoire, c'est de reprendre de l'élan. Sur ces mots, Gisant s'élance vers l'avant, saisit son épée toujours plantée dans la tête du monstre et bondit dans les airs. Il atterrit pile sur un autre ORC et enfonce brutalement son épée dans le crâne de la créature. Skov, complètement sidéré, ne parvient même pas à articuler un mot. Pendant ce temps, Gisant, d'un air provocateur, défie les autres monstres, qu'ils viennent s'ils veulent mourir. Bien évidemment, ces créatures stupides prennent l'appât et chargent immédiatement dans sa direction. Mais Gisant, tel un ninja sous caféine, balance son épée à une vitesse folle, tranchant chaque ORC qui ose croiser son chemin. Ses mouvements sont rapides, précis, et ses réflexes dépassent l'entendement. Tout se passe si vite que même Skov, pourtant utilisateur de mana, ne peut qu'observer avec une totale incrédulité. Comment ce gringalet de jeune maître peut-il réaliser de telles prouesses? Même si la fatigue commence à se lire sur le visage de Gisant, il ne lâche rien. Chaque mouvement est calculé au millimètre pour esquiver les attaques, et chaque coup touche un point faible avec la précision d'un véritable maître d'épée. Non, mieux encore, peut-être quelque chose de bien plus grand. Alors qu'il continue à provoquer les ors, il les nargue, se moquant de leur soi-disant réputation de guerrier. Est-ce vraiment tout ce qu'ils ont? Les soldats,
qui n'en croient pas leurs yeux, regardent avec une stupéfaction totale le jeune maître affronter seul la horde d'or. Il demande désespérément au commandant de donner un ordre, mais ce dernier reste tétanisé, incapable de réagir. Il n'arrive tout simplement pas à encaisser ce qu'il voit. Gisant, ce garçon qu'il jugeait inutile, est en train d'attirer tous les ors vers lui, détournant leur attention pour donner une chance aux soldats. Il ne semble pas comprendre pourquoi il est en train de courir, ni pourquoi il se dirige droit vers le bord d'une falaise. Mais il lui suffit de quelques secondes pour réaliser que Gisant a un plan en tête. Il veut envoyer ses ors valser dans le vide. Réagissant vite, Skov ordonne à ses troupes de lever leurs boucliers et de se préparer à suivre l'exemple du jeune maître. Pendant que les ors sont juste sur les talons de notre garçon, Gisant se dit que Skov, en tant que commandant expérimenté, comprendra sans problème son idée. Bien sûr, Gisant adorerait trancher lui-même chaque ORC, mais son endurance misérable ne lui permettrait pas d'aller bien loin. Ce plan reste une alternative plus qu'honorable. Quand il atteint enfin le bord de la falaise, les Ors se rendent compte, un peu tard, que les soldats se sont positionnés derrière eux en formation défensive. Sans hésiter, notre garçon saute dans le vide pour signaler à Skov d'exécuter le plan. Les soldats chargent alors d'un seul coup sur les monstres, qui sont poussés sans ménagement dans le vide. Un par un, les Ors dégringolent de la falaise vers une mort aussi sanglante qu'inévitable. Le plan fonctionne à merveille. Chaque monstre est éliminé, et les soldats, bien que totalement épuisés, savourent cette victoire éclatante. Skov, lui, reste figé par la surprise lorsqu'il aperçoit Gisant, toujours accroché au bord de la falaise, son épée plantée dans la roche. Malgré la situation critique, il n'y a pas la moindre trace de peur sur son visage. Juste un sourire narquois et confiant adressé droit à son commandant. Pendant un court instant, le vieux soldat moustachu reste bouche bée, mais un sourire fier finit par illuminer son visage. Il tend rapidement la main pour aider Gisant, mais son bras est trop court pour l'atteindre. La prise de Gisant sur son épée finit par se desserrer, et notre garçon bascule dans le vide, laissant tout le monde abasourdi face à cette scène totalement inattendue. Alors qu'il tombe, Gisant sombre peu à peu dans l'inconscience. Il entend la douce voix de sa sœur, et des fragments de souvenirs refont surface. Il n'a aucune idée de ce qui est en train de se passer jusqu'à ce qu'il sente sa main attrapée par celle de sa sœur, le tirant doucement hors de son rêve. Il se réveille brusquement, allongé dans un lit, avec une seule pensée en tête. Comment a-t-il survécu ? Lorsqu'il essaie de se redresser, une douleur fulgurante traverse tout son corps. Chaque mouvement le fait ramper de douleur, mais au moins, cette souffrance est la preuve qu'il est bien vivant. À cet instant, la porte s'ouvre et une femme de chambre entre dans la pièce. Son visage s'illumine de bonheur en voyant que son jeune maître est réveillé. Gisant la reconnaît immédiatement. C'est Belinda. La jeune femme, visiblement soulagée, ne se gêne pas pour exprimer sa frustration, râlant avec douceur sur tout le stress qu'il lui a causé. Mais alors qu'elle continue de parler, Gisant se précipite vers elle et la serre fort dans ses bras. Surprise, Belinda ne comprend pas ce qui lui prend. Mais nous, on le sait bien. Il est juste incroyablement heureux de la revoir après tant d'années. Belinda a été sa fidèle femme de chambre depuis qu'il était petit. Peu importait les bêtises qu'il pouvait faire, elle était toujours restée à ses côtés. Même après la chute de la famille, elle avait disparu. Et Gisant n'aurait jamais cru avoir la chance de la revoir ainsi. Le cœur débordant d'émotion, il prend alors une décision. Il va lui dire la vérité. Il commence alors à lâcher de véritables bombes de vérité, expliquant qu'une catastrophe va bientôt frapper Pérom et qu'il est littéralement mort avant de revenir à la vie. Bien sûr, Belinda ne le prend pas du tout au sérieux. Elle convient que les Ors ont failli le tuer, mais son histoire de résurrection, c'est un peu trop farfelu pour elle. Gisant insiste, essayant encore une fois de lui expliquer, mais elle l'interrompt en le réprimandant sévèrement pour ses actions imprudentes. Finalement, il laisse tomber. À quoi bon ? Elle ne le croira pas de toute façon. Pour alléger l'atmosphère, Belinda lui rappelle que le prochain festival approche à grands pas. Si Gisant avait été plus grièvement blessé, il aurait pu manquer l'événement. La mention du festival surprend notre garçon. En voyant sa tête complètement désemparée, Belinda précise que Dame Elena, sa sœur, attend avec impatience d'aller au festival avec lui. Ce serait une excellente occasion pour les deux de resserrer leurs liens. Gisant se souvient alors qu'à cette période de l'année, il y avait toujours un festival. Dans sa vie passée, il n'avait jamais pu en profiter à cause de ses expériences traumatisantes. Curieux, il demande combien de temps il lui reste avant le début du festival. Belinda lui répond que c'est prévu pour la semaine prochaine. En entendant cela, un frisson le parcourt. Il se souvient très clairement de ce jour, car c'était celui où une tragédie horrible avait eu lieu, une tragédie qu'il avait hantée toute sa vie. Ce jour-là, sa sœur Elena était censée mourir sous des circonstances terrifiantes. C'est précisément à ce moment-là que Dame Elena entre dans la pièce. Sans réfléchir, Gisant se précipite vers elle pour la prendre dans ses bras. La jeune femme est totalement prise au dépourvu par ce geste soudain et passionné de son frère. Rougissant, elle lui demande s'il essaie de faire une farce, clairement embarrassée. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que son geste est motivé par un amour fraternel sincère et une profonde reconnaissance de la revoir en vie. Comme il ne lâche pas prise, Elena, visiblement agacée, le repousse fermement. La force brute de la jeune femme fait tituber Gisant, encore affaibli. Il semble évident que la relation entre ces deux-là est compliquée. Elena, agacée,
précise qu'elle n'est venue le voir que parce que Belinda l'avait invitée. Visiblement, leur lien fraternel n'a jamais été au beau fixe. Et Elena se souvient encore très bien d'une fois où Gisant l'avait insulté. Le problème, c'est que Gisant, dans le flou total, n'a absolument aucun souvenir de ça. Mais en y réfléchissant, il réalise tristement qu'il n'était pas proche d'Elena dans sa vie passée. Soyons honnêtes, il était un véritable déchet. Alors, dans un moment aussi rare qu'inattendu, Gisant s'excuse sincèrement. Cette confession laisse Elena et Belinda complètement bouche bée. Gisant, admettant ses erreurs avec honnêteté, est un spectacle auquel elles n'étaient pas préparées. Naturellement, elles en concluent qu'il doit avoir subi de sérieuses lésions cérébrales après avoir été frappé par les ors. Mais Gisant coupe court à leurs spéculations en affirmant avec assurance qu'il est parfaitement sain d'esprit. À ce moment précis, une douleur fulgurante le traverse, et il se plie en deux, prouvant que même un grand frère repentant ne peut pas échapper à la dure réalité d'un corps endolori. Cela donne à Elena l'occasion rêvée de se moquer encore un peu de lui, car il est assez évident que c'est elle qui a toujours le dernier mot. Même si ses remarques sont un peu piquantes, elles ne sont en réalité pas du tout méchantes. Gisant, loin de s'en offusquer, se sent étrangement réchauffé par cette ambiance familière et sourit, heureux de retrouver les personnes exactement telles qu'il s'en souvenait. Il ne peut s'empêcher de se demander pourquoi, dans sa vie passée, il avait perdu autant de temps à se focaliser sur des choses inutiles. La semaine suivante, pendant le festival, Gisant se souvient avoir décliné l'invitation d'Elena sous prétexte que les événements liés à l'équipe de raid l'avaient bouleversé. C'était la dernière fois qu'il l'avait vue. Peu après, le corps d'Elena avait été retrouvé déchiqueté avec ses gardes du corps. Même aujourd'hui, il regrette de ne pas avoir été à ses côtés ce jour-là. Soudain, un coup à la porte interrompt ses pensées. Un groupe de chevaliers entre dans la pièce. Leur visage familier attire immédiatement son attention. L'homme aux cheveux châtains foncés s'appelle Jamal, tandis que celui juste derrière lui est Philippe. Elena leur demande pourquoi ils sont venus. Les chevaliers s'excusent poliment et expliquent que les serviteurs ont demandé à Elena de superviser les préparatifs des fournitures pour le festival. En entendant cela, Gisant fronce les sourcils, un peu confus. Pourquoi diable demanderait-il à Elena de s'occuper de ça? Belinda, toujours prête à remettre Gisant à sa place, lui rappelle qu'il y a une pénurie de travailleurs à Pérom et que même la jeune maîtresse doit aider. Cela surprend Gisant. Dans sa vie passée, il ne s'était jamais soucié de ce genre de détails. Maintenant qu'il est ici, il décide de lui donner un coup de main, ce qui étonne tout le monde. Elena et Belinda se regardent, perplexes, et se demandent une fois de plus s'il n'a pas réellement été frappé à la tête par les ors. Plus tard, nous arrivons dans la zone animée du festival. Les habitants s'affairent pour préparer leur stand à temps. L'annonce que Gisant veut aider déclenche immédiatement un vent de panique. Tout le monde semble nerveux à l'idée que le jeune maître s'en mêle, tandis qu'Elena, exaspérée, tente toujours de le repousser. Elle lui lance qu'il devrait se tenir à l'écart pour ne pas déranger, ajoutant que la meilleure façon d'aider est de ne rien faire. Mais Gisant ne l'entend pas de cette oreille. Il refuse de la laisser seule, car il se rappelle que dans sa vie passée, son corps avait été retrouvé près des bidonvilles, loin des festivités. Quelqu'un l'avait forcément attiré là-bas ou déplacé de force. Cette fois, il est déterminé à découvrir ce qui s'était passé. C'est alors qu'un chevalier arrive en courant, essoufflé. C'est Fergus, un vieux chevalier loyal. Malgré son souffle court, Fergus n'hésite pas une seconde à exprimer son inquiétude. Il avait été terrifié en entendant parler de l'incident avec les ors. Elena, visiblement agacée par l'attitude récente de son frère, suggère que Fergus devrait le ramener en main propre. Face à cette pression, Gisant accepte à contre-cœur et dit au vieil homme de l'emmener au terrain d'entraînement abandonné du château. Intrigué, Fergus demande pourquoi il veut aller là-bas, mais Gisant répond simplement qu'il veut s'entraîner. Le vieux chevalier, bien qu'un peu perplexe, ne remet pas en question la décision du jeune maître et la compagne. En entrant dans la salle d'entraînement, la première chose que Gisant remarque, c'est que le lieu est en bien meilleur état qu'il ne l'avait imaginé. C'est l'endroit idéal pour s'entraîner, et l'équipement est d'une qualité qu'il n'avait jamais vue, même lorsqu'il était mercenaire. Le vieil homme explique qu'ils ont conservé ces installations en pensant que Gisant pourrait un jour les utiliser. Il avait toujours cru que le jeune maître finirait par surmonter les luttes mentales qu'il traversait. En voyant à quel point le vieil homme s'était préoccupé de lui pendant tout ce temps, Gisant ressent un pincement au cœur. Il réalise enfin combien ce fidèle chevalier a essayé de l'aider depuis le début. Et il s'en veut de ne pas l'avoir compris plus tôt. Gisant, dans son style habituel, donne alors une petite tape amicale sur l'épaule du vieil homme et lui lance avec un sourire confiant qu'il n'a pas l'intention de mourir parce que mourir, c'est vraiment nul. Le vieil homme reste bouche bée en l'entendant parler comme s'il avait déjà connu la vie et la mort. Mais Gisant, désinvolte comme toujours, lâche qu'il est effectivement mort une fois avant de revenir à la vie. Bien sûr, le vieil homme trouve cela totalement absurde et secoue la tête en soupirant. Gisant décide alors de commencer son entraînement et renvoie gentiment le chevalier, lui disant qu'il peut aller voir Fergus pour se reposer un peu. Alors qu'il s'échauffe, Gisant réfléchit à son comportement passé. Il a toujours traité les gens autour de lui comme s'ils étaient ses ennemis, mais avec le recul, il réalise à quel point il avait été borné. Maintenant, il n'a plus le droit de perdre du temps. Il se souvient que l'un des responsables de la mort d'Elena était un seigneur d'un territoire voisin.
Cette tragédie avait entraîné Pérom dans une guerre qui avait finalement causé sa chute. La mort d'Helena avait été le point de départ de l'effondrement de sa maison. Cette fois-ci, il compte bien changer les choses, et pour ça, il doit commencer par améliorer sa condition physique. Le temps lui manque, mais il sait qu'il peut au moins retrouver sa maîtrise du mana. Le mana, cette ressource surnaturelle qui permet aux humains de dépasser leurs limites, est souvent considérée comme difficile à percevoir et à manipuler. Mais pour Gisant, c'est presque naturel. Même sur un champ de bataille chaotique, il avait été capable de capter les particules de mana flottant dans l'air et de les regrouper, presque comme s'il tissait une bobine invisible. Grâce à son expérience de milliers, voire de dizaines de milliers de batailles, créer un mana core est un jeu d'enfant pour lui. Mais si c'était si simple, il ne ferait pas partie des 7 plus puissants du pays. En utilisant une méthode issue d'un vieux livre de magie à moitié enterré et avec son talent naturel, Gisant est capable de créer un deuxième et même un troisième noyau de mana. Il les relie entre eux dans un réseau complexe, créant une force explosive impressionnante. Cependant, repousser ses limites à un prix. Du sang commence à couler de sa bouche et de son nez, son visage est trempé de sueur, et il comprend qu'il a atteint sa limite actuelle. Même s'il avait pu atteindre 5 noyaux dans sa vie passée, cette technique, bien qu'incroyablement puissante, consomme une quantité démesurée de mana en un temps record. C'est précisément la raison pour laquelle il avait perdu contre Eden dans sa vie précédente. Eden avait su le piéger dans un combat d'endurance, et Gisant, à bout de mana, avait fini par céder. Si ce combat avait été juste, la victoire aurait été tout autre. Cette fois, il est déterminé à ne pas refaire les mêmes erreurs. Il aurait certainement gagné. Cette technique est instable par nature, mais pour le moment, elle fait largement l'affaire. Et puis, cette fois-ci, il a un corps jeune et tout le temps qu'il faut pour la maîtriser. Il est déterminé à prendre la tête d'Eden, et par la même occasion, de tous ceux qui soutiennent la maison d'Olin et qui ont contribué à la destruction de sa famille. La semaine passe à une vitesse folle, et le jour du festival arrive enfin. Gisant est prêt, entièrement équipé et empli d'une confiance inébranlable. Il marche à travers la ville avec un air assuré. Mais alors qu'il avance, il aperçoit sa sœur Helena, debout un peu plus loin. Surprise de le voir, elle reste bouche bée. Son frère, qui n'a jamais montré le moindre intérêt pour les festivals, a non seulement décidé de se montrer, mais il agit aussi de manière très étrange ces derniers temps. Elle a entendu dire qu'il avait passé toute la semaine à s'entraîner comme un forcené. Gisant essaie de minimiser la chose en disant que s'entraîner pour devenir un pilier de la famille est juste une formalité naturelle. Mais Helena, toujours prête à répliquer, lui lance un petit coup brutal en lui rappelant à quel point il a toujours détesté l'idée d'être seigneur. C'était d'ailleurs l'une des raisons principales de ses conflits avec leur père. Puis, avec un sourire taquin, elle tourne les talons, visiblement heureuse de voir que son frère commence enfin à agir comme il aurait toujours dû. Sa remarque pousse Gisant à réfléchir. Ses actions commencent à changer, et pas seulement la façon dont les gens le perçoivent, mais aussi la trajectoire de son avenir. Même si les événements majeurs semblent suivre leur cours habituel, il devient de plus en plus difficile d'évaluer l'impact de ses choix sur tous les petits détails. Utiliser efficacement sa connaissance de l'avenir est désormais sa plus grande responsabilité, et il doit être prêt à réagir à chaque situation avec précision. Cela dit, il est fin prêt à affronter ceux qui veulent s'en prendre à sa sœur. Pour l'instant, il décide de profiter de l'instant avec Helena tout en restant sur ses gardes. Après un certain temps, Helena commence à montrer des signes de fatigue, commentant que le festival n'a rien de spécial et qu'il ressemble à ceux des années précédentes. Gisant, perdu dans ses pensées, réalise que la fête touche à sa fin et que, contre toute attente, rien d'inhabituel ne s'est produit. Cette observation le pousse à penser que peut-être l'avenir a changé simplement parce qu'il est resté proche d'Helena cette fois-ci. Mais au moment même où cette pensée lui traverse l'esprit, les gardes du corps d'Helena, Jamal et Philippe, apparaissent pour suggérer de l'emmener dans une zone plus animée du festival pour qu'elle puisse s'amuser un peu plus. En les regardant escorter sa sœur, Gisant commence à assembler les pièces du puzzle. Quelque chose cloche. Dans sa vie passée, Jamal et Philippe étaient considérés comme les chevaliers les plus fiables de la famille. Ils avaient protégé Helena depuis son enfance, mais ils avaient été assassinés alors qu'ils tentaient de la défendre. Maintenant, les doutes s'installent. Gisant a un mauvais pressentiment. Tout cela ressemble à un piège. Ses soupçons se dirigent vers ses chevaliers, convaincus que ce sont eux les traîtres de leur maison. Il décide donc de les suivre discrètement. Là où ils emmènent Helena, tout est étrangement calme. L'endroit est complètement désert, et une tension inquiétante plane dans l'air. Gisant serre les poings, prêt à agir au moindre signe de danger. Ce qui laisse Helena clairement agacée, et elle commence à râler. Pendant qu'elle se plaint, les soupçons de Gisant se renforcent. À première vue, la rue semble juste déserte, mais quelque chose cloche. Les obstacles qui bloquent les voies d'évacuation montrent clairement que tout a été préparé à l'avance. Ses réflexions sont interrompues lorsque sa sœur l'attrape par la main pour l'entraîner avec elle. Surpris par sa poigne, Gisant ne peut s'empêcher de plaisanter en lui demandant si elle va à la salle de sport ces derniers temps, parce qu'elle est bien trop forte pour une jeune femme. Mais à ce moment-là, Jamal les arrête,
et l'expression sur son visage change complètement. Il n'a clairement pas de bonnes intentions. Elena frissonne et commence à paniquer, ne comprenant pas pourquoi ils agissent aussi bizarrement. Jamal s'excuse avec une expression faussement désolée, mais celle-ci se transforme rapidement en quelque chose d'encore plus inquiétant. Il lui demande simplement d'attendre un peu, ce n'est qu'une petite faveur. Elena, effrayée et désespérée, ne sait plus quoi faire. C'est alors qu'un homme entre en scène, accompagné de 2 sbires. C'est un type avec des lunettes, visiblement content de la situation. Il s'appelle Frank, et il félicite Jamal pour avoir exécuté le plan à la perfection. Frank remarque alors Gisant et demande, perplexe, pourquoi cet idiot est là. Jamal le rassure avec désinvolture, il s'occupera de Gisant gratuitement. Frank n'a même pas besoin de s'en soucier. Il explique que Gisant a stupidement suivi sa sœur sans même réaliser qu'il marchait droit dans sa tombe. Finalement, Gisant décide de parler. La première chose qu'il demande à ce traître, c'est comment il compte s'en sortir après avoir trahi la famille Perhomme. Frank ricane, montrant à peine un soupçon de peur, et répond qu'il lui suffit de fuir dans un endroit lointain. Après tout, il est fatigué de cette terre pauvre, déchirée par les barbares. Et il n'est pas le seul. Beaucoup d'autres souhaitent aussi quitter Perhomme. Mais avant qu'il puisse finir sa phrase, Frank s'arrête net. Le sang jaillit de sa bouche, et en un instant, son corps tombe au sol, tranché en 2. Tout le monde reste figé, choqué par la brutalité de la scène. Gisant, furieux, lance un regard noir au second traître. Il rappelle d'une voix glaciale que, même si certains quittent leur terre, ils n'ont jamais eu l'audace de la trahir. Pris de panique, le deuxième homme attrape Elena en espérant utiliser sa sœur comme bouclier pour fuir. Mauvaise idée. Une épée transperce son crâne, et il s'effondre en tremblant, étranglé par ses derniers souffles. Les 2 sbires restants, qui accompagnaient Frank, hésitent sérieusement à se battre. Ils se demandent même si ce type est vraiment le fils aîné de la famille Perhomme. Pour eux, ce jeune maître n'a jamais eu de véritable formation ni d'expérience de combat. Mais Frank, même dans sa confusion, est convaincu que c'est bien Gisant. Ce qui le choque encore plus, c'est que ses attaques étaient clairement imprégnées de mana. Pendant ce temps, Elena, tremblante, s'accroche à son frère. Sans perdre de temps, Gisant lui assène un léger coup au cou pour l'assommer doucement et lui dire de se reposer un peu. Frank, se permet alors de montrer sa gratitude envers Gisant pour avoir éliminé les 2 chevaliers, prétendant qu'il prévoyait de s'en débarrasser lui-même. Il va même jusqu'à complimenter les compétences divines de Gisant et demande avec un sourire où il les a apprises. Mais Gisant n'est pas là pour bavarder. Il coupe court à la discussion en disant que ça ne les regarde pas. Évaluant rapidement la situation, il remarque qu'ils sont 3, mais seul celui du milieu dégage une quantité significative de mana. Peu importe, il est prêt à en finir rapidement. Avant de passer à l'attaque, il pose une dernière question. Qui les a engagés pour cette embuscade? Frank, affichant un sourire suffisant, écarte la question d'un revers de main. Pour lui, quelqu'un sur le point de mourir n'a pas à se soucier de ce genre de détails. Et Gisant le sait bien, ces ne lâcheront pas l'information facilement, mais il a ses propres méthodes pour les faire parler. L'un des laquais propose de lui couper la tête sur le champ, mais leur chef le fait taire immédiatement. Il veut Gisant vivant, son plan étant de lui briser chaque membre du corps jusqu'à ce qu'il soit totalement impuissant, incapable de faire autre chose que se tordre de douleur. Il est convaincu que la souffrance doit être aussi longue et atroce que possible. Avec ce plan en tête, les 2 crétins chargent Gisant, confiant. Mais notre garçon sort soudain un pétard et le leur lance. Ce geste inattendu surprend l'un des sbires pendant une fraction de seconde, le laissant complètement perplexe. Qui diable utiliserait un pétard dans une telle situation? Mais ce bref moment d'hésitation est tout ce dont Gisant avait besoin. En un clin d'œil, il frappe, éliminant instantanément l'un des laquais. Le deuxième, enragé, se rue sur lui, mais Gisant est prêt. Il bloque l'attaque avec une facilité déconcertante, désarme son adversaire et lui arrache son épée. Sans perdre de temps, il l'achève comme si de rien n'était. À peine le deuxième homme s'effondre-t-il que leur chef, Frank, tente une attaque sournoise par derrière. Mais c'était sans compter sur les réflexes incroyables de Gisant, qui bloque l'attaque sans le moindre effort. Frank reste abasourdi, incapable de comprendre comment son assaut parfaitement calculé a été ruiné si facilement. Ne perdant pas une seconde, Gisant passe à la contre-attaque. Il bouge si rapidement que Frank a à peine le temps de réagir. L'épée de Gisant fend l'air et coupe profondément la gorge de ceux, faisant tomber la pipe qu'il tenait dans la bouche. Frank, titubant, tente une autre attaque, mais Gisant la bloque à nouveau sans difficulté. Frank admet alors que sa gorge aurait été tranchée s'il n'avait pas renforcé cette zone avec du mana. Même Gisant, malgré sa rage, ne peut s'empêcher d'être impressionné par la capacité de Frank à concentrer son mana pour minimiser les dégâts. C'est à ce moment-là que Frank décide enfin de montrer de quoi il est vraiment capable. Serrant son épée de toutes ses forces, il fonce sur Gisant, mais il s'arrête net en voyant le sourire de ce dernier. Ce sourire confiant le déstabilise complètement. C'est presque comme si Gisant voulait que cela se produise. Et en effet, c'est ce moment précis que Gisant attendait. Il assène un coup de pied brutal directement au visage de Frank. Frank parvient à retomber sur ses pieds et sourit d'un air suffisant. Avec son niveau de mana, il se persuade qu'un coup pareil ne peut rien contre lui. Mais il se trompe lourdement.
Quelques instants plus tard, il commence à cracher une grande quantité de sang. Son visage se tord de confusion et de douleur. Comment cela a-t-il pu arriver? Même avec un mana renforçant son corps, il est incapable de comprendre comment Gisant a percé sa défense aussi facilement. De son côté, Gisant reste calme, bien que déterminé. Il repense au fait qu'il n'a jamais découvert le vrai coupable derrière la mort de sa sœur, mais cette fois, il est prêt à tout pour faire payer ceux. Il prévient alors Franck de se préparer au pire. Sans attendre, il active son troisième noyau de mana. Franck le regarde avec une incrédulité totale, mais il n'a même pas le temps d'assimiler ce qui se passe. En un éclair, Gisant est déjà sur lui. Les deux s'affrontent dans un échange si intense que seules les traces lumineuses laissées par leurs lames sont visibles. Franck donne tout ce qu'il a, mais il est clair qu'il ne tiendra pas longtemps. Ses mains sont engourdies, et peu importe la quantité de mana qu'il utilise, cela ne suffit pas. L'épée de Franck commence à se fissurer sous la pression. Il n'a jamais vu une technique capable d'amplifier le mana de manière aussi explosive, et encore moins avec une telle précision. C'est comme si Gisant était devenu une personne complètement différente. Finalement, Gisant porte un coup dévastateur, laissant une vilaine entaille sur le corps de Franck. Mais Gisant n'en a pas encore fini. Il enfonçait sa lame dans le tueur de sa sœur avec toute sa force, mais il ne le laissait pas mourir tout de suite. Gisant avait des questions brûlantes qui exigeaient des réponses. Serrant les dents, il demande qui a ordonné le coup contre Elena. Mais bien sûr, ce ne compte pas se laisser faire aussi facilement. Avec un geste sournois, il sort rapidement des dagues cachées, prêt à les lancer sur Elena. Pourtant, sa main est stoppée net par un fil invisible. Celui qui contrôle ses fils n'est autre que notre garçon, Gisant. Sans relâcher sa prise, Gisant donne à ceux une ultime chance de parler. S'il répond correctement, il promet de le laisser en paix. Pendant ce temps, Franck est complètement abasourdi. Il réalise que les fils qui immobilisent sa main sont en réalité faits de mana, quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Mais Gisant reste imperturbable. À ses yeux, quelqu'un du calibre de Franck devrait savoir comment réparer ses erreurs. Peu importe, même s'il doit détruire ceux, il le fera. Sans hésiter, Gisant canalise de l'énergie magique dans son épée, toujours plantée dans le ventre de Franck. Le hurle de douleur en sentant son noyau de mana se briser lentement. Le mouvement est audacieux, voire suicidaire, car un faux pas pourrait causer un reflux de mana et réduire toute la zone en miettes. On pourrait presque croire que Gisant tente de s'autodétruire. Mais non, notre garçon n'est pas un amateur maladroit. Il maîtrise parfaitement la situation. Même Franck, ce aux cheveux longs, le comprend. Gisant ne bluffe pas. En plongeant son regard dans celui de Gisant, il n'y voit qu'un faucheur assoiffé de sang prêt à le traquer jusqu'au bout. Finalement, Franck, sentant que la partie est perdue, lâche enfin le morceau. Il crache le nom du comte Desmond, le véritable cerveau derrière cet ordre d'assassinat. Il ajoute que tout ce plan n'était qu'un prétexte pour déclencher une guerre entre les familles Perrom et de Gare. En entendant ce nom, le visage de Gisant s'assombrit. Dans sa vie passée, ces sales besognes étaient souvent laissées aux familles alliées aux maisons du duc. Et s'il y réfléchit bien, il est presque certain que c'est le duc de Ligne qui a orchestré tout ce chaos dans l'ombre. Quoi qu'il en soit, Franck avait tenté de prendre la vie de sa sœur. Et pour cela, Gisant s'assure de lui faire payer le prix fort, prenant enfin sa revanche pour sa vie antérieure. Franck, réalisant que sa fin est proche, regarde Gisant avec incrédulité. Il tente de rappeler à Gisant sa promesse de l'épargner, mais notre héros lui rappelle froidement que ses péchés sont bien trop nombreux. Ce n'a aucun droit de se plaindre alors que son tour est enfin venu. Mais à la grande surprise de Gisant, Franck éclate de rire, même dans son dernier souffle. Ce, fidèle à lui-même, affirme que tuer un homme comme lui ne changera rien. Il est persuadé que le travail est déjà terminé avec la famille de Gare. Gisant, cependant, reste impassible. Ce n'est pas le moment pour lui de douter. Peu importe ce que Franck croit, il sait que cette fois, il pourra réécrire l'histoire. Il fait comprendre que Perrom périra à cause de la guerre, quoi qu'il arrive. Mais Gisant, furieux, plaque rapidement sa main sur la bouche de ceux pour l'empêcher de déverser davantage de sottises. Il ne compte pas laisser ce connard parler d'un avenir qu'il a déjà réveillé après sa mort. Il refuse catégoriquement de voir le passé se répéter cette fois-ci. Ce sont les derniers mots que Franck entend avant que Gisant accélère le processus de destruction du Manacor. Le mana à l'intérieur reflue violemment et Gisant le dirige vers le ciel, provoquant une explosion tonitruante, presque comme un feu d'artifice sinistre. Essoufflé mais satisfait, Gisant constate que tous ceux impliqués ont été éliminés. Il remarque ensuite sa sœur, toujours inconsciente mais visiblement en sécurité, qui semble dormir paisiblement. Il se laisse aller un instant, fermant les yeux pour détendre ses muscles tendus. Mais une bouffée de sang lui monte à la bouche et il se plie en deux sous la douleur. Il réfléchit. Faire exploser 3 noyaux de mana était un jeu d'enfant lorsqu'il était encore le roi des mercenaires. Mais dans ce corps faible et jeune, son potentiel est sérieusement limité. Toutefois, cela ne suffira pas à le faire reculer. Il se précipite ensuite vers une maison voisine où il découvre un cadavre. Dans sa vie antérieure, les autorités avaient trouvé un autre corps à cet endroit, en plus de celui d'Elena.
D'après ce que Franck a révélé plus tôt, ce corps appartient au fils de la famille de Gare. À ses côtés repose un autre cadavre, celui du chevalier d'escorte, tué dans l'embuscade. C'est exactement ce qui, dans le passé, avait poussé la famille Perhomme à croire que la famille de Gare était responsable de l'assassinat d'Elena, déclenchant ainsi une guerre sanglante. Gisant refuse de laisser cette tragédie se reproduire. Il met rapidement le feu à la maison, s'assurant de ne laisser aucune trace derrière lui. Puis, portant sa sœur, il s'éloigne discrètement de la scène. Mais dans l'ombre, un homme à capuche les observe avec attention. Plus tard, cet homme cagoulé se présente devant un conseil composé de figures influentes et douteuses. Il leur annonce l'échec de la mission. Sans grande surprise, les gros bonnets ne cachent pas leur mécontentement. En tentant de se justifier, le type à capuche accuse Gisant Perhomme. Le nom attire immédiatement leur attention. Comment un inutile du Nord a-t-il pu contrecarrer un plan aussi grandiose ? L'un des membres du conseil insiste, rappelant que selon leurs informations, Gisant est un raté sans importance. Le messager tente pourtant de leur expliquer que Gisant était complètement différent de ce qu'ils avaient imaginé. Sa manière de gérer la situation, son aisance au combat, tout cela faisait de lui quelqu'un de totalement imprévisible, presque méconnaissable. Il tente de les rassurer en disant qu'il a déjà mis en place un nouveau plan pour déclencher la guerre territoriale, garantissant qu'il n'y aura aucun problème. Mais un des gros bonnets perd patience, furieux des problèmes causés par cet échec monumental. Le conseil au complet s'échauffe, et tous exigent à l'unisson que ceux de Gisant soient éliminés. C'est alors que le plus influent d'entre eux prend calmement la parole, brisant la tension dans la salle. Il demande à l'homme à capuche comment il compte gérer ce gamin cette fois. Le type cagoulé répond avec assurance qu'il organisera un duel. Celui qui affrontera Gisant est un combattant puissant, presque légendaire. Le conseil, intrigué, demande de qui il s'agit. L'homme révèle alors le nom de Quinlos. Ce jeune prodige est célèbre pour son escrime brute et basé sur la force. Malgré son jeune âge, il est considéré comme l'incarnation même de la puissance, et il est certain qu'aucun guerrier du Nord ne peut lui tenir tête. De plus, Quin est le cousin du type cagoulé, ce qui garantit qu'il n'aura aucun mal à convaincre ce monstre de se battre. Un silence pensif s'installe, tandis que les membres du conseil évaluent le plan. Finalement, ils donnent leur accord, mais avec un avertissement clair. Si cette mission échoue une nouvelle fois, il n'y aura pas de prochaine chance. Terrorisé, l'homme à capuche promet de réussir coûte que coûte. La scène change alors pour revenir au château de Perhomme, où les prochains événements se préparent doucement mais sûrement. Salle d'entraînement où Fergus arrive, visiblement pour annoncer l'heure du repas à notre garçon. Mais alors qu'il entre, il remarque une corde de mana qui fonce droit vers lui. Surpris, il attrape l'épée suspendue juste à côté de lui, et la corde de mana commence rapidement à se rétracter, ramenant l'épée avec elle. Après une séance d'entraînement bien remplie, Gisant, satisfait, sourit en voyant ses progrès. C'est alors qu'il remarque la présence du vieil homme qui s'incline légèrement devant lui, l'air intrigué. Notre garçon s'excuse d'avoir interrompu Fergus, mais le vieil homme ne peut s'empêcher de laisser éclater sa curiosité et lui demande comment il vient de faire cela. Gisant explique, d'un ton désinvolte, qu'il utilise des fils de mana, en utilisant le mana comme une sorte de ficelle. Dans sa vie précédente, c'était presque une routine pour lui, mais dans cette vie actuelle, avec son niveau de compétence limité, il doit pousser son noyau à la limite pour y parvenir. Comme il manque de mana pour l'instant, il ne peut pas utiliser plusieurs fils à la fois. Cependant, en se concentrant sur un seul fil, il est convaincu qu'il peut l'utiliser efficacement malgré sa réserve limitée. Fergus, impressionné, hoche la tête. Il est sûr que Gisant s'entraîne au mana depuis longtemps, mais il n'a jamais vu une technique pareille auparavant. Le vieil homme se remémore qu'il y a encore peu de temps, Gisant n'utilisait même pas de mana, encore moins pour s'entraîner avec. Comment a-t-il bien pu imaginer une telle méthode ? Intrigué, Fergus décide de reporter son attention sur sa mission principale. Il incline légèrement la tête et exprime sa gratitude pour la protection d'Elena. Mais Gisant, fidèle à lui-même, hausse les épaules. Il n'a pas besoin de remerciements. Elle est sa sœur. Et il aurait agi de la même façon sans hésitation. Quelques jours plus tard, alors que le festival bat son plein, il est soudain interrompu. L'agitation éclate après qu'un chevalier gardien a été surpris en train de tenter de kidnapper Elena. La jeune femme, furieuse, n'a clairement pas l'air d'être dans ses meilleurs jours. Elle est irritée que personne ne veuille la croire lorsqu'elle affirme que c'est Gisant qui l'a sauvée. Agacée, elle demande à son frère pourquoi il ne prend pas la peine de convaincre les autres. Mais Gisant, fidèle à lui-même, l'ignore totalement. À quoi bon ? De toute façon, personne ne le croirait. À côté, Belinda fulmine littéralement. Rien que d'y penser, son sang bouillonne. Les responsables étaient Jamal et Philly, ceux en qui tout le monde avait confiance, mais qui avaient en réalité essayé de faire sortir Elena en douce. Quoi qu'il en soit, Gisant reste positif. Sa sœur est saine et sauve, et il a réussi à empêcher la guerre d'éclater. Mais il sait aussi que ces ne vont pas abandonner aussi facilement. Il ne pourra pas les arrêter seul éternellement, alors il doit absolument renforcer sa force militaire. C'est à ce moment précis qu'une femme de chambre arrive, portant un plateau avec de la nourriture.
Alors qu'elle sert le repas, Gisant s'attend à quelque chose d'appétissant après une longue séance d'entraînement. Mais non, ce qu'il trouve devant lui est un morceau de pain sec fronçant les sourcils. Il ne peut s'empêcher de trouver ça étrange. Après tout, ce n'est clairement pas ce qu'il mérite après tous ses efforts. Il en parle à Belinda, qui lui explique avec calme que c'est l'une des conséquences du récent désordre. Mais à peine a-t-elle terminé qu'un gros se met à hurler, exigeant une compensation pour les pertes causées par l'annulation du festival. Et ce n'est pas un cas isolé. Un groupe entier de commerçants manifeste bruyamment devant le château. Leur demande est claire et simple. Ils veulent être remboursés pour leurs pertes. Gisant, intrigué, jette un œil par la fenêtre pour observer cette foule en colère. C'est alors que Belinda lui rappelle une vérité qu'il avait ignorée jusqu'ici. Le pays dépend largement des profits générés par le festival. L'année dernière, les commerçants avaient fait fortune grâce à la saison. Mais cette année, l'annulation brutale après un seul jour les a laissés sur la paille. Gisant réalise à cet instant à quel point la situation économique de Pérom est catastrophique. Il sait que s'il ne réagit pas, la colère des commerçants pourrait rapidement dégénérer. Alors, il demande à Fergus d'envoyer les soldats pour calmer la foule. Mais Fergus, avec son éternelle désinvolture, lui rappelle qu'ils n'ont pas de soldats. La plupart ont été envoyés dans la forêt des monstres pour reconstruire ce qui a été détruit lors du raid des Ors. C'est un coup dur. La situation est encore pire que ce que Gisant imaginait. Pérom est littéralement dans un état de guerre permanent. Au nord, ils font face aux barbares, et de l'autre côté, la forêt des monstres menace d'envoyer des créatures à tout moment. Pas d'argent, pas de soldats. Gisant sent la pression monter. Il prend Belinda à part pour discuter, et d'un ton un peu grincheux, lui rappelle qu'elle est responsable de ses finances et qu'ils doivent trouver un moyen de calmer les commerçants. Mais Belinda, imperturbable, lui explique qu'il n'y a plus d'argent. Choqué, il demande pourquoi. Elle lui rappelle alors que le Seigneur lui a coupé les vivres à cause de ses habitudes de dépenses excessives. L'idée d'être fauché le dégoûte complètement. Désespéré, il exige que Belinda lui prête de l'argent. Mais la réponse est immédiate. Elle non plus n'a rien. C'est un véritable mur. Pas de soldats, pas d'argent. Qu'est-ce qui lui reste, au juste? Même avec sa connaissance de l'avenir, il aura besoin de fonds pour mettre son plan en marche. C'est alors que Ricardo débarque en courant, complètement essoufflé. Gisant, inquiet, lui demande ce qui se passe et pourquoi il est dans cet état. Ricardo, haletant et pratiquement en train de crier, lui annonce qu'il y a un problème. Le jeune maître C souhaite le voir. La mention de C le prend complètement au dépourvu. La scène change pour nous montrer Skov, le chevalier commandant, en train de se faire littéralement pulvériser. Face à lui se trouve Caïn, dont la force brute est terrifiante. Chaque coup de poing s'abat sur Skov avec la puissance d'un marteau, et on dirait que Caïn s'amuse à écraser son visage comme s'il s'agissait d'une simple tomate. Caïn ne retient clairement pas ses coups, et le dernier finit par assommer le pauvre chevalier, le laissant au sol, inconscient et complètement défiguré. Gisant arrive juste à temps pour assister à ce spectacle affligeant. Il s'arrête net, les poings serrés et le regard noir. La colère brûle dans ses yeux lorsqu'il voit son chevalier dans un tel état. Puis, lentement, il se tourne vers son cousin. Le visage de Gisant est clair. Il n'est pas du tout ravi de ce qu'il vient de voir. La tension monte d'un cran. Le devant lui est tellement énorme que Gisant ressemble littéralement à un petit pink chétif à côté. Avec son sourire effrayant et son visage terrifiant, ce type survolté impose clairement le respect. À ses côtés se tient son chevalier d'escorte. Il s'agit de Caïn Los, l'héritier du comté de Los, allié de la maison Pérom. Le problème, Caïn a toujours été à la fois le seul ami et l'ennemi juré de Gisant. Caïn avance tranquillement vers Gisant après avoir mis Skov au tapis, mais notre garçon ne bronche pas. D'une voix calme, il demande à Ricardo ce qui a bien pu conduire à cette situation chaotique. Ricardo explique en vitesse qu'ils ont répondu à un signalement concernant une perturbation dans une taverne. Là, ils ont trouvé Caïn et son chevalier d'escorte. C'est alors que Caïn a posé une question à Skov. Les rumeurs sur Gisant sont-elles vraies? Le commandant, honnête comme toujours, a expliqué les détails de ces fameuses rumeurs. Mais c'est là que tout a dégénéré. Caïn a saisi Skov par la bouche, furieux, car il croyait que le commandant mentait effrontément. Ricardo termine son récit, mais le chevalier d'escorte de Caïn intervient, visiblement agacé. Selon lui, Ricardo a omis des détails. Il explique que Skov a affirmé que Gisant, qui ne s'entraîne jamais, avait abattu un ORC à main nue et éliminé à lui seul les chevaliers traîtres. Pour Caïn, c'était un mensonge grotesque, et Skov a payé le prix pour ses inventions. Le chevalier conclut avec suffisance que tout cela ne serait jamais arrivé si Skov n'avait pas menti en premier lieu. Gisant, de son côté, ne laisse rien transparaître, mais intérieurement, il bouillonne. Il se souvient à quel point il déteste Caïn. Ce type, autrefois son subordonné, a toujours causé des problèmes chaque fois qu'il visitait Pérom. Il détruisait tout sur son passage, et pourtant, personne n'osait jamais rien dire à cause de son statut d'allié. En revanche, Gisant, avec son complexe d'infériorité, avait toujours été critiqué, tandis que la confiance arrogante et l'audace de Caïn étaient saluées comme des qualités dignes d'un héritier. Caïn, de son côté, est étonné par la patience de Gisant. D'habitude, il aurait explosé face à une provocation pareille. Nous revenons alors brièvement au comté de Los,
où tout a commencé. Là-bas, Caïn avait reçu l'ordre d'éliminer Gisant. Celui qui avait donné cet ordre n'était autre que le type cagoulé qui s'était déjà attiré les foudres de ses supérieurs après son dernier échec. Pour se racheter, il avait promis à Caïn que, s'il réussissait cette tâche, la famille Loos bénéficierait du soutien des puissants dirigeants. Caïn, sûr de sa force, avait accepté sans hésiter, convaincu qu'il pouvait facilement tuer Gisant, ce gamin faible. Toutefois, un détail le gênait. Gisant était l'héritier de Pérom. Comment l'éliminer sans déclencher un scandale? Le type cagoulé avait alors suggéré de l'attirer dans un duel en maquillant cela comme un accident malheureux, une simple querelle entre héritiers. De plus, pour s'assurer que tout se déroule parfaitement, il avait promis d'intervenir discrètement, déguisé en chevalier d'escorte. Caïn, amusé par l'idée de tuer son propre cousin, avait accepté le plan avec enthousiasme. De retour dans le présent, Caïn réfléchit à ce qui a bien pu changer chez Gisant pour que sa tête soit mise à prix. Peut-être que quelque chose chez lui est différent, ce qui justifie cet ordre. Mais peu importe, il reste fidèle au plan. Avec un sourire narquois, il provoque Gisant en lui demandant pourquoi il reste planté là comme un piquet alors qu'ils se font face. Il lui conseille même de s'arranger. Gisant, légèrement confus, n'a aucune idée de ce dont parle Caïn. Ce dernier se met alors à rire et lui rappelle que le festival a été interrompu. Pourquoi ne pas égayer l'ambiance et passer un moment inoubliable? Le ton est clairement moqueur, mais Caïn ne cache pas son impatience de voir jusqu'où il pourra pousser Gisant. La tension monte d'un cran. Il se rappelle à quel point ils ont toujours été synchronisés pour ce genre de choses. Mais Gisant ne réagit pas. Avec un sourire énigmatique, il demande si Caïn parle d'alcool. Car oui, ça a toujours exigé que Gisant lui prépare de l'alcool et trouve des femmes à chaque fois qu'il venait à Pérom. À l'époque, Gisant acceptait uniquement parce qu'il ne voulait pas se faire tabasser. Mais aujourd'hui, hors de question de se plier encore aux caprices de ceux. À cause de Caïn, il avait gaspillé une somme astronomique, ce qui avait poussé son père à lui couper son allocation. Maintenant, Gisant a mis le doigt sur la vraie cause de ses problèmes d'argent, Caïn. Et il est convaincu que ce dernier est aussi la solution. Caïn, quant à lui, reste fidèle à lui-même et continue d'exiger qu'on lui apporte les marchandises. Bien sûr, Gisant joue le jeu avec un sourire aimable et lui promet de s'en occuper, mais pas avant que se rembourse ses dettes. L'atmosphère se tend instantanément. Même le chevalier encapuchonné à côté de Caïn ressent l'aura qui émane de Gisant. Caïn, lui aussi, devient sérieux et demande de quelle dette il parle. Gisant, avec un sourire agréable mais menaçant, lui rappelle qu'il a toujours tout organisé et payé pour lui. Maintenant, il veut récupérer son argent, au moins 1000 pièces d'or. Caïn est abasourdi par cette demande qu'il trouve ridiculement exagérée. Dans sa tête, toutes ces petites folies n'auraient jamais dû coûter plus de 100 pièces d'or. Après tout, il a toujours pensé que Gisant faisait tout ça parce qu'ils étaient amis, une relation d'amis avec avantage. Mais pour Gisant, ce n'était pas de l'amitié. Il avait été le paillasson de ceux pendant bien trop longtemps, et maintenant, il est temps de régler l'addition. Le silence qui suit est glacial. Même Ricardo, le chevalier de Gisant, transpire à grosses gouttes face à l'audace incroyable de son maître. Caïn, rouge de colère, se lève d'un bond. Il n'aime pas du tout la confiance soudaine de Gisant. À ses yeux, ce parasite a juste laissé les rumeurs sur ses exploits lui monter à la tête. Caïn lève le poing, bien décidé à écraser cette sangsue une bonne fois pour toutes. Mais alors que le poing s'abat droit sur Gisant, ce dernier ne bouge même pas d'un cil. Au dernier moment, il incline légèrement son corps, laissant le coup glisser sans danger. La scène est tout simplement choquante. Caïn, furieux, balance à nouveau un autre coup avec toute sa force. Mais cette fois, Gisant réagit. Il se penche et lui assène un coup de poing droit, bien placé, à main ouverte en plein ventre. La force du coup est telle que Caïn manque presque de recracher son déjeuner. Caïn tente aussitôt de riposter, mais Gisant bloque habilement son mouvement. Bien que Caïn ne semble pas avoir subi de dégâts majeurs, il fait semblant d'être gravement blessé. Le chevalier encapuchonné se précipite vers lui, visiblement inquiet, pour lui demander s'il va bien. Mais il est évident que le grand gaillard est loin d'aller bien. Sa fierté, encore plus massive que son corps, vient de prendre un coup direct. Gisant, avec son air nonchalant habituel, lui dit d'arrêter de pleurnicher parce que ce coup n'était rien. Mais Caïn continue de jouer la comédie, se tordant en fausse douleur. Les spectateurs, eux, restent bouche bée. Ils n'arrivent pas à croire ce qu'ils viennent de voir. Le prétendu faible Gisant vient d'envoyer Caïn Loos au tapis avec une facilité déconcertante. Toute la pièce est en état de choc, incapable de comprendre comment cela a pu arriver. De son côté, Gisant sait très bien que Caïn simule. Il comprend parfaitement ce que se essaie d'accomplir avec cette petite scène. Rapidement, Caïn se redresse et se tourne vers son chevalier encapuchonné, demandant avec arrogance s'il a apprécié le spectacle. Le type encapuchonné, tout en récupérant son calme, félicite Caïn pour sa performance impeccable. C'est avait parfaitement préparé le terrain pour que tout le monde pense que la faute incombe à Gisant, justifiant ainsi un duel. Caïn, plus que prêt à saisir cette opportunité, sait qu'aider les gros bonnets à éliminer Gisant lui garantira leur soutien, un avantage crucial pour gravir les échelons du pouvoir. En prime,
Cela permettrait aussi de couper la maison Perhomme une bonne fois pour toutes. Alors, il joue le jeu, il retire son gant et, avec quelques préliminaires verbaux, se prépare à lancer son défi. Mais avant même qu'il ne puisse jeter le gant au visage de Gisant, notre garçon agit le premier. D'un geste rapide, il balance son propre gant en plein visage de Caïn, le défiant officiellement au duel. Caïn, surpris, reste figé un instant. Le silence s'installe, mais son expression impassible se transforme rapidement en un sourire narquois. Dans sa tête, Gisant vient de creuser sa propre tombe en exigeant ce duel. Sans hésiter, il accepte avec enthousiasme. Pendant ce temps, un sourire impertinent reste scotché sur le visage de Gisant. Il se tourne vers Ricardo, son chevalier, et lui ordonne d'aller chercher tous les marchands qui protestent devant le château. Gisant veut qu'il sache que le jeune maître de la maison Perhomme est sur le point de leur rapporter de l'argent. Vous voyez, avec l'annulation soudaine du festival, l'ambiance était retombée comme un soufflet. Les touristes, venus avec enthousiasme, se retrouvaient coincés dans un état de frustration, incapables de dépenser leur argent ou de profiter du moment. Si un événement venait à les divertir et à calmer les esprits, tout le monde serait ravi. Alors, lorsque Gisant et Caïn montent enfin sur le ring, la foule explose littéralement d'excitation. Les gens affluent de partout, et les marchands du marché en profitent enfin pour faire des affaires grâce aux touristes. Même le gros marchand qui menait les manifestations a déjà monté sa table pour organiser des paris. Les spectateurs se ruent pour miser sur leurs favoris, et naturellement, la plupart parient sur Caïn. C'est logique, il le voit comme le pari le plus sûr. De son côté, Caïn est déjà prêt avec sa gigantesque épée, un air d'agacement sur le visage. Ce duel sérieux a été transformé en une attraction de marché, et il n'aime pas ça du tout. Avant de commencer, il précise d'ailleurs que son épée ne s'arrêtera pas, même si Gisant se rend. Mais Gisant ne bronche pas, il n'est ni terrifié, ni surpris. Il sait très bien que l'intention de Caïn est de le tuer, duel ou pas. Une fois que la foule est suffisamment dense et animée, Gisant décide d'annoncer le début officiel du duel. C'est alors que le type encapuchonné intervient, déclarant que le pari ne peut pas se poursuivre ainsi. La foule, perplexe, ne comprend pas ce qu'il veut dire. Heureusement, le gros marchand intervient pour expliquer. Personne n'a parié sur le jeune maître Gisant. Les murmures s'élèvent parmi les spectateurs, beaucoup croyant que l'issue est déjà décidée et que Gisant n'a aucune chance. Caïn, amusé, ne peut s'empêcher de rire en constatant que même les paris refusent de s'associer à Gisant. Pour équilibrer les choses, il est décidé de modifier les critères du pari. C'est alors que Skov, le commandant, sort de nulle part avec un énorme sac rempli d'argent et annonce qu'il parie sur le jeune maître Gisant. La foule est stupéfaite, mais ce n'est pas tout. Dame Helena elle-même arrive, portant également un sac plein d'argent. Elle s'avance fièrement et dépose la somme devant le marchand. L'apparition d'Helena est un véritable choc, non seulement pour la foule, mais aussi pour Gisant lui-même, qui reste momentanément perplexe. Le silence plane alors qu'Helena demande d'une voix déterminée si cette somme est suffisante pour participer au pari. Le gros marchand, presque humblement, répond que oui. Maintenant que quelqu'un parie sur Gisant, Caïn décide de ne plus perdre de temps. Il serre les dents, visiblement agacé par ce petit retournement de situation, et annonce que le duel commence maintenant. Quoi qu'il arrive, les dés sont jetés. Le moment de vérité est enfin arrivé. Le duel commence, et notre garçon, toujours plein d'assurance, donne galamment à Caïn l'occasion d'attaquer en premier. Après tout, en tant que grand frère, Gisant aimerait offrir une petite chance à ce Hulk de pacotille. Avec un sourire narquois, il balance son épée négligemment en la pointant vers le sol, défiant Caïn de venir le chercher. Le silence s'installe un instant, et on dirait que ce gros a mordu à l'hameçon. Caïn se met en position et bondit en avant comme un taureau furieux, son épée gigantesque s'abattant avec fracas. Les deux lames s'entrechoquent dans un bruit assourdissant, Caïn déversant toute sa force dans le choc. Mais, à sa grande surprise, rien ne semble affecter notre Gisant. Frustré, Caïn enchaîne un autre coup sans réfléchir, mais Gisant esquive avec une aisance déconcertante. D'un mouvement fluide, il bondit même pour donner un coup de pied à Caïn, mais ce dernier rate sa cible alors que Gisant l'évite encore une fois. Après cette rapide série d'échanges, les deux combattants retombent au sol, et Caïn, avec un sourire effrayant, semble plus sûr de lui que jamais. Belinda, de son côté, transpire à grosses gouttes en voyant son jeune maître tenir tête à ce géant de muscles. Elle supplie même Dame Helena d'arrêter son frère, tandis que le type encapuchonné observe la scène avec confiance, persuadé que Gisant est déjà perdu. Il se dit que Caïn finira par le submerger avec sa force inhumaine et que Gisant, fatigué de simplement esquiver, finira par ouvrir une brèche fatale. C'est la stratégie habituelle de Caïn, écraser ses adversaires par la force brute et leur faire croire qu'ils ne peuvent rien faire pour riposter. Mais Gisant n'est pas n'importe qui. Avec son agilité et sa maîtrise, il esquive chaque attaque de Caïn sans même transpirer. Même Caïn, surpris, est forcé d'admettre que Gisant est devenu sacrément glissant et que ses compétences ont visiblement évolué depuis leur dernière rencontre. Refusant de perdre la face, Caïn décide d'augmenter la pression. Dans un geste démesuré, il attrape son épée à main nue par la lame pour asséner un coup d'une force monumentale.
Gisant, de justesse, utilise sa propre épée pour amortir le choc, mais Caïn profite de la position pour lancer Gisant dans les airs. La foule reste bouche bée en voyant le jeune maître propulsé comme un fétu de paille. Le type encapuchonné, excité, jubile déjà, certain que c'est la fin pour Gisant. Mais ce dernier n'a pas dit son dernier mot. Alors qu'il est encore en l'air, il condense rapidement du mana dans ses jambes, retrouve son équilibre et atterrit parfaitement au sol, sans une égratignure. À cet instant, Gisant en a assez. Il voulait y aller doucement, mais ce gros crétin a dépassé les limites. Sa patience a des limites, et il est prêt à tout montrer à Caïn. En un éclair, il se précipite sur lui avec une vitesse divine, passant en trombe à côté de lui. Le type encapuchonné est sous le choc. Gisant a réussi à condenser son mana pour survivre à l'assaut? C'est impossible. De son côté, Gisant regarde Caïn avec dédain et le traite d'épéiste ignorant. Selon lui, se doit penser qu'être fort suffit pour gagner et que montrer un peu de puissance suffit à intimider ses adversaires. Mais Gisant est prêt à lui ouvrir les yeux. La force brute n'est pas tout. Caïn, vexé d'être moqué, charge une nouvelle fois comme la brute qu'il est, rugissant pour demander comment Gisant compte prouver ça. C'est alors que notre garçon prend fermement appui au sol. Dans un mouvement spectaculaire, il donne un coup de pied sur la poignée de son épée, bondit dans les airs et frappe Caïn plusieurs fois avec une précision chirurgicale. Bien sûr, Caïn tente de riposter avec son épée massive, mais Gisant, agile comme un chat, esquive en enchaînant des pas de côté et passe même par-dessus l'arme. Alors que Caïn est momentanément désarmé, Gisant reste parfaitement concentré. La foule, complètement électrisée, retient son souffle, tandis que le combat entre agilité et force brute atteint son paroxysme. Prend sa chance et balance son épée dans une danse mortelle. Après une série d'échanges fracassants, Gisant s'arrête dramatiquement, et Caïn commence à saigner de partout où notre garçon l'a touché avec sa lame. Les spectateurs, les yeux écarquillés, sont sous le choc. Ils éclatent d'incrédulité lorsqu'ils réalisent enfin que Gisant s'est incroyablement amélioré. Une vague de panique parcourt la foule. Et s'il gagnait vraiment ce combat? Pendant ce temps, Helena, le regard fier, lance avec confiance à Belinda qu'elle s'inquiétait pour rien. Le commandant Skov, de son côté, regarde avec admiration, la poitrine gonflée de fierté en voyant Gisant livrer une performance magistrale. Mais la seule personne qui perd complètement ses moyens est sans souhait à capuche. Il transpire à grosses gouttes, incapable de nier que Gisant aurait pu infliger des blessures bien plus profondes s'il l'avait voulu. Il comprend que Gisant l'a fait exprès, ce qui le rend encore plus dangereux. Caïn, lui, se sent ouvertement humilié. La maîtrise divine de l'épée que Gisant vient de démontrer est trop pour lui. Fou de rage, il prend une décision radicale. Il jette son épée au sol. Pour lui, l'écart de compétences est tellement immense que continuer à se battre avec une arme n'aurait aucun sens. Il décide donc de finir le duel à main nue. Le sang lui monte à la tête. Cette humiliation est insupportable. Gisant, toujours aussi calme et calculateur, sourit en voyant cette opportunité se présenter. Il est prêt à donner à Caïn une leçon inoubliable, et il compte bien la délivrer avec ses propres points. Pour pimenter la situation, il annonce fièrement qu'il parie 2000 pièces d'or supplémentaires, soit le double du montant initial qu'il avait demandé. La foule reste bouche bée. 2000 pièces d'or pour un combat à main nue? Mais ce n'était pas censé être un duel sérieux? Le encapuchonné, quant à lui, n'emmène pas large. Il sent la sueur dégoulinée de son visage, alors qu'il réalise que Gisant a osé défier Caïn Los dans un combat où ce dernier excelle. Pour lui, c'est de la folie pure, mais, au fond de son esprit, il espère encore que Caïn réussira à l'emporter grâce à sa force brute. Le gros marchand, opportuniste, en profite pour relancer les paris. Il hurle à la foule que l'événement est désormais un combat à main nue entre le jeune maître Gisant et le jeune maître Caïn. Cette fois, beaucoup de spectateurs commencent à miser sur Gisant. Leur perception a changé. Ils comprennent que la force brute ne suffit pas toujours pour gagner. Caïn, toujours aussi plein de lui-même, accepte le défi de Gisant. Mais au dernier moment, il refuse de jouer le jeu et décide de garder son épée. Belinda, paniquée par cette tricherie évidente, exhorte Gisant à reprendre son arme. Mais notre garçon reste parfaitement calme, aussi frais qu'un concombre, prêt à donner une bonne leçon à ce tricheur. Caïn, incapable de se retenir, balance son épée avec toute sa force. Mais Gisant, vif comme l'éclair, esquive l'attaque si rapidement que sa silhouette semble floue. Avant que Caïn ne comprenne ce qui se passe, Gisant frappe violemment sa jambe d'un coup précis, puis enchaîne avec un uppercut dévastateur sous le menton. Le sang gicle de la bouche de Caïn, son cerveau visiblement secoué, et l'un de ses genoux touche lourdement le sol. La foule reste sans voix, incapable de croire ce qu'elle vient de voir. Même Caïn, pourtant habitué au combat, n'a pas vu venir ces coups incroyablement rapides. Gisant, respirant la confiance et débordant de charisme, annonce fièrement qu'il n'a même pas encore commencé. Il veut encore s'amuser un peu, histoire de bien remettre ce Hulk bon marché à sa place. La mâchoire serrée, l'ego de Caïn en prend un sacré coup. Humilié et furieux, il se relève et charge de nouveau. Mais Gisant esquive sans effort, à gauche et à droite, avec une fluidité presque irréelle. La scène se transforme en une véritable chorégraphie de combat, à la fois épique et parfaitement maîtrisée. Même le narrateur lui-même n'en revient pas de ce spectacle. Je n'arrive même plus à suivre tous ces mouvements divins.
Peu importe ce que le gros essaie, chaque attaque est parfaitement esquivée et contrée par Gisant, qui enchaîne coup après coup. Caïn, complètement dépassé, repense à la situation. Il se souvient du temps où Gisant évitait son regard et se prosternait comme un paillasson chaque fois qu'il venait ici. Mais aujourd'hui, tout a changé. Gisant est un tout autre homme, et Caïn joue le rôle parfait du punching ball. À force d'en prendre plein la figure, le gros mastodonte est maintenant couvert de bleu et son visage est tellement amoché que même sa propre mère aurait du mal à le reconnaître. Gisant, sentant qu'il en a assez fait, attrape ceux par les cheveux. En regardant ce pauvre Caïn, il ressent une profonde pitié. Il se rappelle que les Los avaient toujours soutenu sans relâche la maison Perhomme, même lorsqu'elle était sur le point de s'effondrer. Le comte Los était un ami proche du père de Gisant, mais clairement, Caïn n'a rien à voir avec son père. La scène bascule vers le passé, où l'on entend un Caïn plus jeune hurler contre son père. Il reproche à ce dernier de gaspiller des ressources pour aider Perhomme, une terre qui, selon lui, est en train de dépérir. À peine rentré chez lui, son père se préparait déjà à repartir pour soutenir la maison Perhomme. Caïn, frustré, ne comprend pas ce qu'il perçoit comme de la loyauté aveugle. Mais le comte Los lui répond calmement, avec sincérité, qu'il le fait par amitié et pour aucune autre raison. Retour au présent. Gisant, le poing serré, semble prêt à en finir avec ce combat. Mais, contre toute attente, il ne frappe pas. À la place, il tend une main d'amitié à Caïn. Un geste totalement inattendu. Le silence s'abat sur la foule, tout le monde retenant son souffle. Même Caïn est déstabilisé. Contre toute attente, il finit par accepter cette main tendue et admet sa défaite. L'arbitre, sous le choc, annonce alors Gisant vainqueur. La foule explose de joie, la maison Perhomme en fête. Le commandant Skov est fier, Helena est rayonnante, ravie de voir son frère remporter la victoire. Mais la scène est loin d'être terminée. Le type encapuchonné se précipite vers Caïn, complètement hors de lui. Il le réprimande violemment, exigeant de savoir comment il a pu admettre sa défaite si facilement juste parce qu'il était légèrement désavantagé. Mais Caïn, visiblement vidé, détourne la tête et déclare simplement qu'il ne joue plus à ce jeu. Le type encapuchonné commence à paniquer. Comment va-t-il expliquer cet échec monumental à ses supérieurs? C'est alors que Gisant arrive, sourire en coin, et décide de jouer un petit tour à ceux. Sans prévenir, il crie à plein poumon pour annoncer à la foule que ce gentilhomme encapuchonné se porte volontaire pour offrir viande et boissons gratuites à tout le monde. La foule explose de joie à cette annonce inattendue, acclamant le pauvre type qui devient aussi blanc qu'un linge. Paniqué, le gars encapuchonné hurle que jamais il n'a accepté une telle chose et exige que Gisant retire sa déclaration. Mais Gisant, imperturbable, pose une main rassurante sur son épaule et lui rappelle avec un sourire qu'il s'agit du prix à payer pour avoir perdu. Il précise d'ailleurs que cela ne sera pas déduit du pari initial, auquel il ajoute 2000 pièces d'or. Et, pour couronner le tout, il laisse entendre que si ce essaie de s'enfuir, les conséquences seront graves. Et quand Gisant dit ça, il ne plaisante pas. L'image menaçante de notre héros laisse le pauvre homme totalement paralysé. Le lendemain, dans la chambre de Gisant, on retrouve notre garçon radieux devant un coffre rempli de pièces d'or qui brille de mille feux. La somme est colossale, assez pour embaucher un petit noyau de mercenaires et commencer à bâtir une force militaire. Mais Gisant sait que le temps joue contre lui. Ceux qui veulent sa peau ne vont pas attendre patiemment qu'il se renforce. Pour l'instant, il a de l'or, un plan et une volonté inébranlables. C'est le début d'une nouvelle étape. Il sait qu'il a un temps limité pour mettre en place le plan d'affaires qu'il a en tête. C'est exactement à ce moment que Belinda et Helena débarquent avec des sourires satisfaits qui cachent visiblement quelque chose. La façon dont elles le regardent donne clairement l'impression qu'elles mijotent un petit coup en douce. Gisant les fixe, perplexe, et leur demande directement ce qu'elles lui veulent. Sa petite sœur, toute polie, lui demande alors où il compte dépenser tout cet argent. Bien sûr, Gisant comprend rapidement le sous-entendu et lui demande, sans détour, si elle en veut une part. Helena, faussement innocente, répond qu'elle ne fait que demander. Belinda intervient alors avec un sourire amusé, expliquant qu'elle a deviné où il allait dépenser tout ça. Selon elle, puisque l'anniversaire de Dame Amélia approche à grands pas, Gisant doit sûrement prévoir de lui offrir un cadeau somptueux pour marquer le coup et impressionner sa fiancée. Sauf que, notre garçon n'avait absolument pas pensé à ça. La mention d'une fiancée laisse Gisant complètement abasourdi. Une fiancée? Depuis quand? La femme de chambre glousse doucement, croyant qu'il joue la comédie. Elle pense qu'il fait semblant d'être gêné, comme un gamin pris sur le fait. Mais Helena remarque à quel point son frère est absent ces derniers temps. Elle lui rappelle donc gentiment qu'elle parle d'Amélia, la fille du comté de Rold. Ce nom finit par faire tilt dans la tête de Gisant, mais les souvenirs qui reviennent ne sont pas des plus joyeux. Amélia Rold, en apparence, est une noble exemplaire. Elle est aimée par son peuple pour sa générosité, sa bonté et ses actions altruistes. Peu importe le statut social, tout le monde l'admire. Mais dans l'esprit de Gisant, c'est une toute autre histoire. Pour lui, Amélia n'est pas un modèle de noblesse, mais une traîtresse. Dans sa vie précédente, cette soi-disant sainte avait incité à une rébellion sanglante, était devenue tristement célèbre sous le nom de la sorcière du Nord. Elle avait participé à la chute tragique de la maison Perhomme. Bref, loin d'être une douce fiancée, c'est la femme qui a trahi sa famille.
Gisant, toujours sur ses gardes, demande alors à Belinda quand son père reviendra. Elle lui répond, un peu hésitante, qu'il devrait être de retour dans une semaine. Parfait, se dit Gisant. Une semaine, c'est largement suffisant. Il décide donc de faire un voyage express dans le comté de Rold. Belinda, interloquée, lui demande pourquoi il part déjà alors que ce n'est même pas encore l'anniversaire d'Amelia. Mais Gisant, avec son air mystérieux, lui répond simplement qu'il va récupérer de l'argent là-bas. Et voilà qu'on découvre enfin Amelia Rold en personne. À première vue, elle est d'une beauté sidérante. Mais on ne peut s'empêcher de remarquer que certains de ses atouts attirent facilement le regard. Pourtant, cette image de perfection se renforce lorsqu'elle offre ses propres sandales à une petite fille pauvre. La gamine hésite, ne sachant pas si elle peut accepter un tel cadeau, mais Amelia, avec douceur, lui dit que si quelqu'un doit marcher pieds nus sur ces terres, alors ce devrait être elle. Elle ordonne ensuite à ses soldats de fournir immédiatement de la nourriture et un abri à la petite fille et sa famille. Les soldats, obéissant sans hésiter, s'exécutent rapidement, et tandis qu'Amelia s'éloigne entourée de ses soldats, les civils expriment leur gratitude d'une seule voix. Un peu plus tard, nous retrouvons Amelia dans son jardin luxuriant, profitant d'une pause bien méritée. Un chevalier du nom de Berf, visiblement dévoué corps et âme, est à ses pieds, lui lavant les pieds avec tant de soin qu'on en serait presque jaloux. Avec un sourire, il loue son incroyable travail et la façon dont elle inspire son peuple. Amelia, avec une grâce naturelle, répond calmement que son père exigeait toujours l'obéissance absolue des habitants de son territoire. Mais selon elle, les gens ordinaires suivront toujours celui qui les garde au chaud et bien nourris. Et tandis que la scène se clôture, on comprend que derrière cette façade bienveillante se cache une femme redoutable, une noble capable d'inspirer aussi bien la loyauté que la crainte. Mais pour Gisant, cette rencontre à venir promet déjà d'être explosive. Le chevalier commente alors qu'avec un tel acte, Amelia a gagné le cœur du peuple, ce qui lui sera certainement favorable dans le futur concours de succession. Mais visiblement, Amelia n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Sans perdre une seconde, elle repose ses pieds sur son visage, d'un air clairement sadique, et l'interroge sèchement sur ce qui s'est passé lors du duel contre la plus belle épée du Nord. Le chevalier s'excuse platement, expliquant qu'il a perdu intentionnellement pour éviter une attention inutile. S'il avait gagné, il est certain que les projecteurs se seraient braqués sur elle, ce qui aurait compromis ses plans cachés. Ce n'est tout simplement pas encore le moment pour elle de révéler ses véritables griffes. Dans une démonstration de loyauté presque grotesque, le chevalier lui embrasse passionnément les pieds, lui promettant allégeance éternelle. Amelia, avec un sourire satisfait, estime que c'est normal. Après tout, elle a tellement investi pour l'élever, elle ne lui permettrait jamais de devenir un faible. Elle enchaîne alors en l'interrogeant sur les marchands. Le chevalier, confiant, lui assure qu'il n'y a rien à craindre avec la guilde marchande d'Arom. Il explique que tous les matériaux nécessaires pour la reconstruction de l'avant-poste de la forêt des bêtes, détruits lors de l'attaque des ors, sont achetés via leur guilde. En gros, Rold récupère tous les fonds de soutien envoyés à Pérom chaque année. En plus de ça, il recrute les soldats et chevaliers qui désertent Pérom. Ces guerriers, bien formés par leurs affrontements contre les barbares, sont une ressource précieuse. En résumé, son plan pour siphonner tout ce qui peut l'être à Pérom est un succès total jusqu'à présent. Amelia, ravie d'entendre cela, rappelle qu'il est essentiel de conserver l'apparence d'une guilde marchande ordinaire. Elle exige que tout soit méticuleusement orchestré car leur véritable identité ne doit surtout pas être révélée avant qu'ils aient entièrement développé leur force. C'est à ce moment-là que son majordome arrive en courant, l'air visiblement paniqué. Le chevalier, agacé de voir cet homme pénétrer dans le jardin sans autorisation, s'apprête à le rabrouer, mais le majordome, essoufflé, annonce rapidement la nouvelle urgente. Il semble que le jeune Lord Gisant Pérom soit venu leur rendre visite. Bien qu'il soit censé être son fiancé, Amelia n'affiche absolument pas l'air ravi qu'on attendrait. D'un ton sec, elle demande la raison de sa visite. Le majordome, trempé de sueur, explique avec hésitation que Gisant souhaite discuter de la guilde des marchands. Le visage d'Amelia se fiche de surprise, et elle échange un regard incrédule avec son chevalier Berf. La scène se déplace alors vers la salle des visiteurs, où Amelia est assise en face de notre Gisant. Le jeune maître Pérom, lui, reste totalement décontracté, s'installant aussi nonchalamment que possible avant de la saluer avec son air habituel. Amelia, par contre, ne cache pas son mépris. Son salut est sec, et elle semble clairement agacée qu'il se présente ainsi sans prévenir. Dans son esprit, cela montre qu'il n'a toujours pas appris les bonnes manières. Mais Gisant, imperturbable, répond sur un ton presque moqueur qu'il est venu parce que son anniversaire approche. Il ajoute qu'il voulait lui offrir un cadeau à l'avance. Avec un petit sourire, il pose une fleur sur la table et lui explique qu'il a récupéré auprès d'une guilde marchande voisine. Il commente d'ailleurs que son parfum est agréable et qu'il envisage d'acheter plus de fleurs là-bas. Puis, dans un ton calculé, il mentionne le nom de la guilde, Arom. Amelia comprend immédiatement où il veut en venir, mais elle reste calme et joue la comédie. Elle feint l'ignorance et prétend ne rien comprendre à ses sous-entendus. Maintenant qu'elle a reçu son cadeau, elle se lève, déclarant poliment qu'elle va prendre congé. Mais alors qu'elle commence à partir, Gisant l'appelle par son nom, d'un ton sérieux qui tranche avec son air décontracté. À cet instant, Amelia s'immobilise.
Une pression intense émane de Gisant, et cela la trouble profondément. Ce qui la dérange encore plus, c'est qu'une telle présence imposante puisse venir de celui qui, autrefois, se tortillait et évitait son regard dès qu'elle entrait dans une pièce. Le jeune maître Pérom n'a plus rien à voir avec le garçon fragile d'autrefois, et pour Amélia, cela ne présage rien de bon. Monga décide alors d'aller droit au but et demande la somme rondelette de 10 000 pièces d'or. Sans grande surprise, Amélia ne vibre pas du tout à l'idée qu'il débarque de nulle part pour lui réclamer une telle fortune. Elle se demande même s'il agit au nom de son père. Mais Gisant précise calmement que son père n'a rien à voir dans cette histoire. De toute façon, il sait bien qu'elle n'a aucune intention de se marier avec lui. Il ajoute même qu'avec tous ses préparatifs secrets, elle a de quoi devenir la future seigneur de cette terre. Puis, dans un sourire à peine voilé, il lui glisse une petite menace indirecte. Si les rumeurs sur ses plans venaient à se répandre, elle pourrait bien perdre la bataille pour la succession. Amélia, bien sûr, ne prend pas du tout ces mots à la légère. Avec un regard meurtrier, elle lui ordonne de ne même pas plaisanter avec ça, pas même pour rire. Gisant, toujours aussi imperturbable, lui assure qu'il gardera son petit secret. Pour le moment, mais il ajoute sans détour qu'il pourrait bien changer d'avis s'il quitte cette pièce les mains vides. La dame, imperturbable, n'est pas prête à se laisser intimider. Elle appelle rapidement Berf, son chevalier personnel, et Selechbot arrive en trompe dans la pièce. Toujours respectueux des formalités, le chevalier salue rapidement Lord Gisant. Dans l'esprit de Gisant, une seule pensée lui traverse l'esprit. Ce type est toujours resté fidèlement aux côtés d'Amélia, et pour couronner le tout, il est incroyablement talentueux. À l'époque, il avait même le potentiel d'être comparé à la meilleure épée du Nord. Mais notre garçon, serein, rappelle rapidement à la dame qu'une tentative d'assassinat contre lui ici pourrait bien déclencher une guerre. Il s'interroge d'ailleurs si elle a réellement le temps de se lancer dans un conflit, alors que la cérémonie de succession approche à grands pas. Amélia, évidemment, y a déjà bien réfléchi. Elle a un alibi parfait. Un ruffian aurait fait irruption dans sa résidence, semant le chaos avant d'être éliminé par son chevalier d'escorte. Une histoire en or à raconter au monde. Avec ce plan bien en tête, elle ordonne froidement à son chevalier de tuer Gisant. Berf, plus qu'heureux de se plier à ses ordres, dégaine immédiatement son épée. Mais attention, notre Gisant n'est pas du genre à se laisser faire. Si c'est un combat qu'elle veut, alors il est prêt à jouer sérieusement. Le décor est donc planté pour un duel épique entre deux combattants talentueux. Mais pas si vite. Ce chevalier lâche a d'autres projets en tête. Gisant remarque un bruissement étrange derrière lui. Et avant même qu'il ne puisse réagir, un assassin bondit d'une armure vide pour tenter de lui transpercer le cœur avec une lame. Trop lent, pauvre idiot. D'un mouvement fluide, Gisant roule au sol et dans un élan fulgurant, donne un coup de pied magistral à l'assassin qui vole littéralement à travers la fenêtre. Amélia et Berf en restent incrédules, sidérés par la vitesse et la finesse de notre garçon. Gisant, quant à lui, exprime son profond dégoût pour ces traîtres qui feignent la politesse pour mieux attaquer en traître. Sans perdre un instant, il se précipite vers Berf, et les deux guerriers s'engagent dans un duel à l'épée aussi rapide qu'intense. Tout en combattant, Gisant nargue ce chevalier Lèchebot, se demandant à haute voix si Raël est tombé aux oubliettes. Le chevalier, vexé, s'excuse mais rétorque que c'est Gisant lui-même qui a été impoli en débarquant sans prévenir et en déstabilisant la dame avec ses menaces superficielles. Les deux hommes se donnent à fond, échangeant coup pour coup dans une chorégraphie époustouflante. Mais il est clair que notre garçon a le dessus. Avec ses réflexes de ninja, Gisant parvient même à repousser ce chevalier d'un seul coup de pied, ce qui laisse ce dernier totalement abasourdi. Ce chevalier, dans sa suffisance, avait sous-estimé Gisant, pensant qu'il n'était qu'un fanfaron sans talent. Mais il apprend désormais, à ses dépens, que notre garçon est tout sauf un amateur. Amélia, de son côté, s'emporte en voyant son chevalier se faire dominer par ce gamin qu'elle pensait insignifiant. Elle hurle, menaçante, pour exiger que Berf termine rapidement le combat et lui rapporte la tête de ce s'il se considère vraiment comme son chevalier. Sentant son honneur mis en jeu, Berf décide de devenir un peu plus sérieux. Il appelle Gisant à venir vers lui d'un ton défiant. Mais Gisant, fidèle à lui-même, garde ce sourire narquois plaqué sur le visage, se moquant ouvertement de ce chevalier d'escorte qui ose lui donner des ordres. Mais puisque Berf demande, Gisant est plus que prêt à lui offrir exactement ce qu'il a demandé. La tension monte d'un cran, et les vrais coups ne vont pas tarder à pleuvoir. Les deux s'engagent de nouveau dans une danse mortelle d'épée, mais cette fois, le chevalier ne retient plus du tout ses coups. Il parvient même à effleurer le visage de Gisant avec une vilaine coupure sanglante. Leurs mouvements sont tellement rapides qu'il devient impossible de les suivre des yeux. Tout ce qu'ils laissent derrière eux, ce sont des silhouettes floues. De son côté, Amélia est de plus en plus frustrée et agacée en voyant Gisant se battre comme ça. Elle n'arrive pas à croire qu'un gars, autrefois traité de bon à rien, est maintenant en train de tenir tête à son chevalier Berf sur un pied d'égalité. Le combat est tellement intense que cligner des yeux pourrait vous faire manquer un moment crucial.
Les attaques fusent dans tous les sens. Quand Gisant essaie de toucher il esquive, et quand se tente de frapper Gisant, ce dernier esquive à son tour. Ce va-et-vient incessant semble durer une éternité. Puis, Gisant tente de réutiliser une attaque précédente, mais cette fois, il est violemment projeté au sol, pris au dépourvu. Le chevalier charge sans perdre une seconde, épée en main, mais Gisant réagit instantanément, effectuant une série de mouvements acrobatiques dignes d'un ninja avant de retomber gracieusement sur ses pieds. Cette fois, Gisant a compris, ce type utilise du mana pour renforcer ses attaques. De l'autre côté, même Berf est forcé d'admettre que Gisant est bien différent de ce qu'on racontait sur lui. Sa manière de manier l'épée est totalement atypique, comme si elle avait été forgée dans le feu de véritables batailles. Le chevalier se demande si Gisant n'a pas affronté tellement de barbares qu'il a adopté leur style brutal naturellement. Il pense qu'une telle méthode pourrait fonctionner dans un champ de bataille chaotique, mais pas contre lui dans un combat propre et organisé. Avec assurance, Berf promet de mettre fin à ce duel. Gisant, quant à lui, sait que ce combat est loin d'être simple. Les attaques précises et rapides de Berf, visant sans cesse sa tête, perturbe son sens de la distance et du timing. À courte portée, la différence de gabarit rend la tâche encore plus difficile. Honnêtement, ce chevalier n'est pas le genre d'adversaire qu'il aurait dû affronter maintenant. C'est comme essayer de battre un boss final avec un équipement de débutant. Mais Gisant n'a pas le temps de tergiverser. Il décide donc de passer à la vitesse supérieure. Il invoque une chaîne de mana qui passe juste devant l'oreille du chevalier. Avant même que Berf ne comprenne ce qui se passe, Gisant attrape une épée par derrière et frappe violemment l'arrière de sa tête. Puis, il enchaîne avec un coup de pied dévastateur en plein visage. Berf vacille, complètement désorienté, tandis qu'Amélia regarde la scène avec des yeux ronds d'incrédulité. Mais le chevalier, fidèle à son honneur, repousse Gisant d'une poussée violente, retrouvant un instant ses esprits. Sans perdre de temps, il ordonne à sa maîtresse de quitter la pièce. Il ne peut plus garantir sa sécurité à ce rythme. À partir de là, il jure d'utiliser toutes ses forces, en l'avertissant que les dégâts collatéraux pourraient être considérables. Gisant, quant à lui, est plus excité que jamais. Cela fait longtemps qu'il n'a pas affronté un adversaire aussi divertissant. Pendant qu'Amélia fuit précipitamment dans le couloir, son chat sous le bras, elle est visiblement enragée. Comment ce fichu gamin ose-t-il lui causer une telle humiliation? Elle n'a aucune idée de qui a bien pu divulguer des informations aussi précises à Gisant. Après tout, ce bon à rien n'aurait jamais dû être au courant des détails de la guilde marchande. Les rumeurs sur Gisant commencent à la ronger. Il aurait abattu des ors, protégé sa jeune sœur des assassins, et même battu l'héritier d'Elos. À ses yeux, tout cela ne pouvait être que de la chance ou des exagérations ridicules. Mais aujourd'hui, elle commence à se demander si elle n'a pas gravement sous-estimé ce garçon. Mais maintenant, elle est obligée de croire que Gisant s'est vraiment amélioré, même si cela l'agace profondément. En regardant autour d'elle, elle remarque que tous les gardes ont disparu, ce qui l'irrite encore plus. Mais bientôt, elle découvre les soldats éparpillés au sol, complètement hors de combat. Celle qui les a neutralisés n'est autre que Belinda. Amélia est abasourdie de voir la femme de chambre, et avant même de pouvoir réagir, Belinda lui place un poignard directement sous la gorge. Mais ce n'est pas tout. Belinda remarque soudain l'araignée qui repose sur le visage d'Amélia. Avec un air dégoûté, elle attrape la petite créature du bout des doigts, exprimant clairement son aversion pour ces sales bestioles. Puis, d'un geste brusque, elle écrase sans pitié sous sa chaussure. Belinda, toujours aussi directe, rappelle à cette dame insupportable le jour de la cérémonie de fiançailles, où elle avait surpris une conversation entre le Contrôle et le seigneur de Pérom. Apparemment, tous les frères et sœurs d'Amélia se moquaient d'elle à cause de ces araignées effrayantes qui lui collaient toujours autour. Amélia, par vengeance, avait décidé d'élever des araignées elle-même pour effrayer tout le monde. Belinda ne sait pas si c'était une tentative de surmonter un traumatisme ou juste un moyen d'affirmer son caractère, mais une chose est sûre, elle trouve ça ridicule. Belinda s'excuse presque ironiquement si cela semble un peu rude, mais elle insiste sur le fait que cela ne lui va pas du tout, écrasant encore plus brutalement l'araignée sous son pied. Retour au combat entre Gisant et le chevalier Berf. L'atmosphère est devenue pesante, presque électrique. Le chevalier dégage maintenant une puissance écrasante, une aura si intense que même notre garçon sent son estomac se nouer un peu. Le chevalier n'est clairement plus là pour jouer. Berf est furieux que Gisant ne l'ait pas pris au sérieux et ait osé le traiter d'adversaire divertissant. Pour lui, ces mots ressemblent au bavardage arrogant d'un simple mercenaire. Il méprise profondément l'idée qu'un noble indigne comme Gisant ose se tenir à égalité avec sa précieuse dame Amélia. Mais Gisant, bien sûr, reste calme et refuse de se laisser impressionner par un simple chevalier d'escorte. À ses yeux, ce type n'a aucun droit de lui faire la morale. Berf attaque le premier, furieux, lançant un enchaînement de coups rapides et puissants. Chaque attaque est un déluge de force et de précision. Notre garçon, impressionné malgré lui, reconnaît la féroce détermination de son adversaire. Mais assez, c'est assez. Gisant décide de répondre avec une maîtrise de l'épée tout aussi agressive. L'échange devient explosif. Les lames s'entrechoquent avec une telle intensité que des étincelles jaillissent à chaque coup. Berf, plus sérieux que jamais, repousse Gisant d'un coup unique,
puis enchaîne immédiatement avec une attaque qui semble finale. Le temps semble suspendu alors que la lame du chevalier se dirige vers Gisant avec une précision mortelle. Le sang éclabousse alors que la lame effleure l'épaule de notre garçon. La tension est à son comble. Les spectateurs retiennent leur souffle, tandis que Gisant serre les dents, prêt à riposter. Ce combat est loin d'être terminé. Berf, quant à lui, est complètement abasourdi que ce petit malin ait osé utiliser son épaule pour repousser la lame. Mais notre garçon ne se laisse pas démonter et riposte instantanément, repoussant légèrement le chevalier. Berf réagit en lui balançant un coup de pied bien placé tout en se moquant de lui, affirmant que c'est la différence entre un vrai combattant et un gamin qui joue avec une épée pour s'amuser. Gisant est projeté en arrière, mais il en faut beaucoup plus pour le faire tomber. Au contraire, il trouve la situation presque amusante, comme s'il participait à une pièce de théâtre où il tenait le premier rôle. Le combat s'intensifie. Le chevalier domine la cadence avec une vitesse écrasante et une série d'attaques consécutives qui empêchent Gisant de placer un contre. Dès qu'il tente de l'approcher en corax sans grave corps, Berf bloque instantanément chaque mouvement. Leurs épées finissent par s'entrelacer dans un verrouillage intense, et Berf, sûr de sa force, pense que Gisant ne pourra jamais s'en sortir avec son mana actuel. Mais ce qu'il ignore, c'est que notre garçon a un à cacher dans sa manche. En un éclair, Gisant libère son 3e noyau de mana. Une explosion de puissance renverse complètement la situation. Avec un seul coup brutal, il fait voler l'épée des mains du chevalier, laissant ce dernier perplexe. Berf n'arrive pas à comprendre comment Gisant peut dégager un mana si explosif. Maintenant sans défense, Berf se retrouve avec l'épée de Gisant pointée directement sur lui, figé sur place. C'est alors que Belinda débarque avec une Amélia complètement terrifiée. L'ancienne noble arrogante est en larmes et accepte immédiatement de payer les 10 000 pièces d'or, tout en les suppliant presque de disparaître de sa vue. Gisant, satisfait d'avoir atteint son objectif, reste malgré tout légèrement irrité. Cela aurait été tellement plus simple si elle avait accepté dès le début. Mais comme si ce n'était pas assez, Gisant se retourne avec son sourire plein d'audace et lui annonce une mauvaise nouvelle. À cause des dégâts infligés au palais, la note a maintenant doublé. Ce sera 20 000 pièces d'or. Amélia, folle de rage, commence à jeter des objets dans tous les sens. Non seulement son chevalier a perdu, mais elle doit maintenant payer le double. Le chevalier tente de se rattraper en expliquant qu'il avait sous-estimé Gisant, admettant que ce dernier est beaucoup plus fort que ce que les rumeurs prétendaient. Il reconnaît son erreur et confirme que Gisant manie un mana qui dépasse largement le niveau avancé. Mais pour Amélia, c'est la goutte d'eau. Furieuse, elle gifle Berf et l'attrape par le col, exigeant qu'il arrête de dire des choses inutiles. Il est clair qu'elle est terrifiée par le nom du duc de Lynn. Amélia sait que si le duc apprend ce qu'il s'est passé aujourd'hui, elle est finie. Après tout, elle s'est secrètement alliée avec le duc de Lynn dans le cadre d'un accord caché. En échange de son soutien à sa rébellion, elle devait faire tomber Pérom. Si cette alliance venait à être dévoilée, ses propres frères et sœurs n'hésiteraient pas à l'éliminer. Elle réalise alors que Gisant est beaucoup plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Si ce gamin connaît les activités de la guilde marchande, il pourrait aussi bien être au courant de son accord secret avec le duc. Elle doit absolument s'en débarrasser, et vite. Elle demande alors à Berf comment va Gisant physiquement. Le chevalier rapporte qu'il a réussi à infliger plusieurs blessures légères, avec une plaie plus sérieuse à l'épaule. De plus, après avoir consommé une quantité colossale de mana, Gisant ne sera pas en pleine forme avant un bon moment. Amélia voit là une opportunité en or pour se débarrasser de lui sans laisser de traces. Elle révèle alors à Berf qu'ils ne peuvent pas utiliser les chevaliers habituels de leur territoire. Elle avait déjà anticipé ce genre de situation et avait pris soin de former en secret des chevaliers supplémentaires. Berf, visiblement surpris, se demande de qui elle parle. Mais Amélia lui rappelle les chats sauvages, un groupe composé d'orphelins de guerre, de personnes sans roi ni statut et des plus talentueux d'entre eux. Seuls les meilleurs, capables de manier le mana, font partie de cette unité d'élite. Amélia ordonne alors à Berf de se rendre à un emplacement précis qu'elle marque sur une carte et d'y rassembler une douzaine de ses combattants. Le choix du lieu est stratégique. La ravine, un chemin étroit reliant le territoire de Rold à celui de Pérom. C'est l'endroit idéal pour éliminer quelqu'un discrètement, car le terrain isolé et encaissé assure qu'aucun témoin ne pourra s'échapper. Amélia, bien déterminée à reprendre le contrôle, affiche un sourire glacial. Cette fois-ci, elle est prête à en finir avec Gisant une bonne fois pour toutes. Berf décide de se lancer dans le plan sans attendre, tandis qu'Amélia est bien décidée à faire payer à Gisant l'humiliation qu'il lui a infligée. Pendant ce temps, Gisant quitte déjà le palais d'Amélia, confortablement installé dans son carrosse. Avec calme, il bande soigneusement ses blessures, tandis que Fergus et Belinda l'accompagnent. Inquiet, il lui demande s'il va bien, mais Gisant les rassure avec un sourire fatigué, expliquant que les coupures ne sont pas trop profondes et que ce n'était pas si mal, vu les circonstances. Ce qui le soulage surtout, c'est d'avoir mis la main sur les 20 000 pièces d'or d'Amélia. Cette somme est plus que suffisante pour assurer les fonds de base nécessaires à la reconstruction de leur territoire, ce qui représente des années d'efforts économisés en un clin d'œil. Bien sûr, il aurait bien aimé se débarrasser d'Amélia dans la foulée, mais cela aurait déclenché une guerre immédiate. Pérom a déjà assez de problèmes avec les barbares pour s'encombrer d'un autre front.
Non, il valait mieux se retirer tranquillement pour le moment. Après tout, connaître le secret de la guilde marchande d'Arxia est déjà une épine dans le pied d'Amelia, et cela lui suffit pour l'instant. Belinda, visiblement préoccupée, le regarde et lui demande si tout se déroule selon son plan. Elle se rappelle qu'il lui avait demandé de maîtriser les gardes à la première alerte de combat et de capturer Lady Amelia à sa sortie. Gisant confirme avec un léger hochement de tête, mais juste à ce moment, une vive douleur traverse son corps et il crache un filet de sang. Le recul de l'utilisation de son troisième noyau de mana se fait ressentir. Même si son état est meilleur que la dernière fois, il est clair qu'il ne peut pas continuer à se torturer ainsi chaque fois qu'il utilise sa puissance. Il lui faut trouver un moyen d'augmenter son mana plus efficacement. Voyant cela, Belinda attrape sa main et remarque immédiatement que son flux de mana est complètement perturbé. Sans perdre un instant, elle sort une aiguille et commence à piquer avec une précision divine. Gisant est étonné de la sensation apaisante qui s'empare de lui. Une fois qu'elle a terminé, il expulse un long nuage de fumée et ressent un soulagement incroyable. Il sent même que son flux de mana, jusque-là enchevêtré, commence à se débloquer. Ce qui l'impressionne le plus, c'est la maîtrise dont Belinda a fait preuve. Une telle méthode exige une connaissance profonde du mana. Il réfléchit alors. Belinda est clairement plus qu'une simple domestique. Sa mère l'a peut-être amenée au palais, mais qui est-elle réellement? Pourquoi une personne aussi douée travaille-t-elle dans un coin aussi reculé? Peu importe, au final, Gisant est satisfait de pouvoir compter sur des gens compétents dans son entourage. Après tout, les ennemis qu'il a affrontés jusqu'à présent ne sont qu'un avant-goût de ce qui l'attend. Belinda, déterminée et confiante, lui assure qu'elle l'aidera coûte que coûte, car elle a une confiance absolue en lui. Mais elle exige tout de même une explication. Pourquoi a-t-il pris autant d'argent à Lady Amelia? Gisant, toujours avec ce sourire malicieux, lui répond qu'il en avait besoin, et qu'Amelia était la seule personne assez riche à sa portée. Il l'a donc extorquée, tout simplement. Fergus et Belinda échangent un regard perplexe, trouvant étrange qu'il ait rompu des fiançailles juste pour de l'argent. Fergus ajoute qu'il aura probablement des ennuis une fois que le Contrôle sera au courant. Mais cela ne fait que sourire Gisant, qui rétorque en demandant à Belinda si elle lui fait vraiment confiance. Elle lève les yeux au ciel, agacée qu'il pose encore la question alors qu'elle vient de le confirmer. Mais puisqu'elle lui fait confiance, elle insiste pour savoir ce qu'il compte faire avec tout cet argent. Gisant, avec un air sérieux cette fois, répond d'un seul mot, la forêt des bêtes. À ces mots, un silence lourd s'installe dans le carrosse. Belinda reste bouche bée, tandis que Fergus manque de bondir hors de son siège. Le vieil homme s'empresse de lui rappeler que développer cette forêt a été tenté depuis l'époque de son arrière-grand-père, mais sans aucun succès. Gisant, imperturbable, réplique qu'il a déjà réfléchi à tout. Fergus comprend soudain à quoi Gisant fait référence et admet, avec hésitation, que la personne que Gisant cherchait se trouve effectivement dans cette région. Mais il ajoute que même rendre visite à cette personne est une entreprise risquée. Gisant, néanmoins, a déjà pris sa décision. Il doit rencontrer cette personne, quoi qu'il en coûte. Belinda, cependant, proteste fermement. Dans son état actuel, Gisant devrait d'abord rentrer chez lui pour récupérer. Elle soutient que malgré toute sa détermination, il est imprudent de se lancer dans une telle aventure sans être en pleine forme. Le débat reste ouvert, mais une chose est sûre, notre garçon a encore bien des surprises en réserve. Gisant souligne calmement la réalité de leur situation. Il est convaincu qu'Amelia ne les laissera pas partir aussi facilement. Il connaît assez bien sa personnalité pour savoir qu'elle essaiera de le tuer afin de s'assurer que son secret concernant son alliance avec Duc de Lynn reste caché. Belinda, avec un sourire plein de confiance, essaie de jouer les durs et assure qu'elle pourrait éliminer sans problème tous ceux qui s'approcheraient. Fergus, en arrière-plan, est désigné comme leur chevalier, ce qui, soyons honnêtes, ne rassure pas totalement. Même si Gisant sait que Belinda est fiable, ce n'est pas de soutien moral dont il a besoin. Non, il lui faut une avant-garde, et ils sont justement en chemin pour la rencontrer. Plus tard, ils arrivent à destination, où une petite cabane isolée les attend. Le conducteur de la calèche frappe à la porte, mais aucune réponse. L'endroit semble abandonné, mais Fergus assure que c'est bien l'adresse. Finalement, la porte s'ouvre lentement, laissant apparaître un homme à la barbe si touffu qu'on pourrait presque le confondre avec un ours. L'homme les scrute d'un regard perçant et demande sèchement leur identité. Tout le monde est un peu sur ses gardes face à cet énergumène, mais Gisant reste parfaitement impassible. Belinda, sceptique, murmure même si c'est vraiment l'homme qu'il recherche, puisqu'à accent grave première vue, il ne ressemble absolument pas à un guerrier. Mais Gisant, confiant, confirme que c'est bien lui. L'homme tente de les envoyer promener, leur disant de ne pas perdre son temps. Mais Gisant lâche alors calmement un nom qui fait l'effet d'une bombe. L'ex-capitaine des mercenaires Ratatosk, Gillian. En entendant ces mots, le vieil homme fronce les sourcils, soudain intrigué. Le conducteur de la calèche et Fergus échangent un regard choqué. Les mercenaires Ratatosk étaient une légende vivante. Un groupe composé uniquement des maîtres guerriers capables de manier n'importe quelle arme avec talent. Même si le groupe n'existe plus, leur réputation perdure, et tout chevalier digne de ce nom a entendu parler d'eux au moins une fois. Gillian, sans prévenir, lance sa hache avec une force incroyable.
Mais Gisant esquive en inclinant légèrement la tête, comme si de rien n'était. Instantanément, Fergus et Belinda se mettent en position de combat, prêts à protéger leur jeune maître. Mais Gillian ne veut pas jouer. Il demande brusquement à Gisant pourquoi il est venu. Belinda, toujours prête à en découdre, se place devant Gisant pour lui dire que cet homme est complètement fou. Pourtant, Gisant reste calme et résume la situation en quelques mots, châtiment éternel. Il annonce même qu'il connaît un remède pour la maladie incurable dont souffre la fille de Gillian. Cette déclaration suffit pour capter toute l'attention de l'ancien capitaine. La punition éternelle est une maladie redoutable, marquée par de fortes fièvres, des quintes de toux sanglantes et des taches rouges semblables à des pétales de fleurs qui apparaissent sur la peau. Le nom vient du supplice qu'elle inflige, semblable à une sentence divine. La fille de Gillian, Rachel, est présentée à ce moment précis. Elle hurle de douleur, et Gillian se précipite auprès d'elle, impuissant. Gisant, en la voyant, sait qu'il n'est pas trop tard pour agir. Dans sa vie antérieure, il avait tenté de recruter Gillian, mais il était arrivé trop tard. Rongé par la douleur après la mort de sa fille, l'ancien capitaine s'était suicidé. Rien qu'à voir l'état de la maison, Gisant comprend que toutes les richesses de Gillian ont été épuisées dans des tentatives désespérées pour sauver sa fille. Rachel, dévastée, supplie son père de mettre fin à sa souffrance. Gisant, sans perdre une seconde, annonce qu'il va commencer le traitement tout de suite. Mais Belinda intervient, affolée. Elle ne comprend pas ce que Gisant compte faire, car même les prêtres n'ont pas réussi à soigner cette maladie, la qualifiant de punition divine. Elle doute sérieusement qu'il puisse y arriver. Mais Gisant, avec une détermination inébranlable, retire doucement la main de Belinda de son épaule. Il lui rappelle fermement que si elle prétend lui faire confiance, alors elle ferait mieux de s'en tenir à ses mots. Face à cette assurance, Belinda n'a plus d'arguments. Elle reste silencieuse, laissant Gisant agir. Le regard sérieux de notre garçon montre qu'il a un plan et qu'il est prêt à tout pour réussir. Gisant tend alors une liste de toutes les herbes médicinales nécessaires et demande à Belinda de les récupérer. En lisant les ingrédients, elle reste un instant bouche bée. La raison pour laquelle Gisant connaît tout cela est simple. Pour les mercenaires errants, la connaissance est une question de survie. La punition éternelle peut sembler incurable aujourd'hui, mais dans le futur, un remède sera découvert. À l'époque, cette solution avait fait grand bruit, notamment parce que la méthode était étonnamment simple. Gisant s'en souvient donc parfaitement. Le seul véritable problème, c'est le coût exorbitant des ingrédients. Et parmi eux se trouve une herbe extrêmement rare appelée la bénédiction de la fée. Avec la bénédiction de la fée et les autres herbes en main, Gisant les hache soigneusement, les mélange dans une bouteille et y verse de l'alcool distillé. Il secoue la mixture avec soin pour la laisser reposer un moment. Une fois prête, il ajoute les derniers ingrédients, mélange une dernière fois et présente la potion terminée à Gillian. Sans hésitation, Gillian administre le remède à sa fille. Dès que la potion atteint son estomac, les effets commencent à se manifester. Les rougeurs et les marques sur son corps s'estompent progressivement, ramenant sa peau à la normale sous les regards ébahis de tous. C'est tout simplement incroyable. Même Gillian, aussi dur à cuire soit-il, ne s'attendait pas à ce que ça fonctionne. Gillian se tourne vers Gisant, la voix tremblante, pour lui demander comment il pouvait connaître un tel remède alors que même les prêtres n'avaient pas réussi à la guérir. Gisant répond calmement que les pouvoirs divins des prêtres ne sont pas omnipotents. Ils aident à renforcer la vitalité du corps pour combattre la maladie, mais ils ne fournissent pas un remède fondamental. Gillian, les mains tremblantes, demande alors si sa fille sera vraiment guérie. Gisant le rassure en affirmant que cela prendra quelques mois, mais qu'elle se rétablira complètement. En entendant ces mots, les yeux de Gillian s'agrandissent sous le choc. Lui, ce colosse au cœur de fer, tombe à genoux, la tête basse, submergé par l'émotion. Humblement, Gillian demande ce que Gisant pourrait bien vouloir en retour. Il est certain que si ce garçon a fait tout ce chemin pour lui, il y a une bonne raison, mais il n'a plus rien à offrir. Si Gisant veut faire de lui son chien, alors qu'il en soit ainsi, il obéira à tous ses ordres. Pourtant, Gisant coupe court en lui disant qu'il n'a pas besoin d'un esclave, mais bien de Gillian, le capitaine des mercenaires Ratatosk. Gillian relève la tête, surpris de voir dans les yeux de Gisant une flamme familière, celle d'un rêveur. Sans attendre, Gillian se redresse, ramasse sa hache et détache sa longue queue de cheval. À cet instant, il ressemble à un géant absolu, une montagne de puissance et de confiance. Il demande alors si quelqu'un d'autre est venu jusqu'ici à part eux. Gisant confirme que seul lui et ses 3 compagnons sont présents. Gillian poursuit en demandant si Gisant a des ennemis qui lui en veulent. Sans la moindre hésitation, Gisant répond avec un sourire confiant qu'il en a déjà et qu'il y en aura encore davantage à l'avenir. Satisfait de la réponse, Gillian s'empare de son tarpon et le charge de mana. D'un mouvement rapide et précis, il le lance à une vitesse divine, traversant directement la cabane et perçant la forêt environnante. Quelques instants plus tard, il remonte le harpon avec sa proie accrochée à l'extrémité. Un homme, caché dans les bois, en émerge, prisonnier de la poigne massive de Gillian qui le soulève comme une brindille. L'ancien capitaine lui demande calmement qui l'a envoyé, mais semble surtout intrigué par la manière dont Gillian a su qu'il se trouvait là. Gillian se tourne vers Gisant et lui demande ce qu'il souhaite faire de l'espion. Avec son calme habituel, Gisant répond qu'il sait déjà qui l'a envoyé, mais qu'il n'a pas envie de tâcher sa lame aujourd'hui.
Gillian esquisse un sourire, comprenant que leur véritable combat ne fait que commencer. Gisant admet qu'il n'a pas vraiment le choix, mais avant même qu'il ne dégaine son épée, Gillian intervient. Avec sa poigne colossale, il promet de s'occuper de l'intrus lui-même. D'un simple geste, Gillian resserre son étreinte et les cris de l'espion résonnent dans toute la forêt, glaçant l'air autour d'eux. Une fois l'affaire réglée, le mercenaire s'incline respectueusement devant son nouveau maître, tandis que Belinda reste pétrifiée, visiblement troublée par le sang-froid de Gillian. Elle ne comprend pas pourquoi le jeune maître a recruté quelqu'un d'aussi dangereux, mais Gillian tombe alors à genoux, prêt à jurer fidélité à Gisant. Ce dernier lui adresse un sourire confiant, impatient de voir ce que leur collaboration va donner. La scène change pour une cabane solitaire au beau milieu d'un marécage. À l'intérieur, c'est la panique chez les trafiquants Wilka. Le rapport vient de tomber, une de leurs unités de reconnaissance a été décimée. Leur capitaine, Vierge, ordonne à tout le monde de se calmer. Selon les renseignements de Berf, Gisant n'aurait même pas dû être capable de trouver leur unité, encore moins de la tuer. Il s'interroge, étaient-ils incompétents ou les informations étaient-elles fausses? C'est alors qu'un homme paniqué rapporte que Gillian a rejoint Gisant. Vierge explose de colère, saisit le pauvre messager par la gorge et exige confirmation. Lorsqu'il obtient une réponse affirmative, son expression change. Il est fasciné. Jamais il n'aurait imaginé que Gillian, l'ancien capitaine des légendaires mercenaires Ratatosk, reprendrait les armes. La scène revient à Gisant et sa troupe. Cette fois, Gillian est au volant de la calèche, avec un air déterminé qui tranche avec son apparence massive. À l'intérieur, Belinda suffoque littéralement sous les montagnes d'armes entassées dans le carrosse. Elle se plaint à haute voix. Avait-il vraiment besoin d'apporter tout ça? Une épée ou deux n'aurait-elle pas suffi? Elle se demande même si Gillian ne serait pas un marchand d'armes déguisé. Dans le second carrosse, Fergus et Ricardo gardent l'arrière, surveillant chaque mouvement dans les environs. Gisant, amusé par les plaintes de Belinda, lui rappelle que toutes ces armes seront utiles bientôt et qu'il va falloir les supporter pour le moment. Le plus important, c'est de quitter cette faille en un seul morceau. Belinda change alors de sujet pour parler de l'espion qu'ils ont capturé. Elle est certaine qu'il a été envoyé par Amelia et trouve cela encore plus inquiétant en réalisant que le masque qu'il portait est lié au Wilka. Cette guilde est célèbre pour ses activités ignobles, contrebande, assassinat et trafic humain. Avec d'anciens mercenaires qualifiés dans leur rang, ils représentent une force redoutable. Gisant est surpris de constater que Belinda en sait autant sur un sujet aussi dangereux. Elle, avec un sourire malicieux, explique qu'elle a simplement beaucoup entendu parler d'eux avant d'arriver au château. Elle met en garde Gisant. Leurs ennemis sont tenaces, il ferait mieux de rester vigilant. Gisant éclate de rire et taquine Belinda sur son inquiétude. Il la rassure, déclarant qu'ils n'ont rien à craindre désormais qu'ils ont Gillian dans leur camp. Soudain, le sol tremble. Deux assassins surgissent des sables, s'élançant pour attaquer la calèche. En une fraction de seconde, ils foncent directement sur Gillian. Mais ce gigachad d'homme ne bronche pas. Avec une épée dans une main et une hache dans l'autre, il bloque sans effort les frappes simultanées des deux assaillants. Non content de les arrêter, il tord ses armes si brutalement que les bras des assassins sont arrachés dans un craquement sinistre. Puis, dans un mouvement fluide et mortel, Gillian les tranche en deux comme s'ils n'étaient que de simples brindilles. À ce moment-là, des pièges se déclenchent autour d'eux. De gigantesques bûches tombent du ciel, menaçant de détruire leur calèche. Mais Gillian garde le contrôle absolu de la situation. Il tire violemment sur les rênes, stoppant les chevaux avec une précision presque divine. Le terrain est maintenant infesté d'assassins armés jusqu'aux dents. C'est alors que Vierge apparaît, traitant Gillian de lâche pour avoir dissous les Ratatosk. Selon lui, tout cela à cause de sa fille. Gillian, imperturbable, ne semble pas se laisser affecter par ces accusations. Vierge, visiblement amer, continue en l'accusant d'avoir gâché sa propre vie après la dissolution du groupe. Il rappelle à Gillian qu'ils étaient autrefois camarades. Gillian, cependant, affiche un visage indifférent, comme s'il ne se souvenait même pas de cet homme. Mais Vierge est déterminé à lui rafraîchir la mémoire. Il ordonne à ses hommes de charger. Gisant, prêt à intervenir, demande s'il doit s'en mêler, mais Gillian, souriant légèrement, lui fait signe que tout est sous contrôle. Dès que les assassins s'approchent, Gillian se déchaîne. Avec une maîtrise déconcertante, il tranche le premier assaillant sans effort. Le second tente d'attaquer par surprise, mais Gillian riposte instantanément, déchirant ses armes et le projetant au sol. La scène est impressionnante, presque irréelle. Même Gisant ne peut s'empêcher de sourire en voyant Gillian à l'œuvre, tel un dieu de la guerre. Les assassins, terrifiés, commencent à comprendre qu'ils ont choisi le mauvais adversaire. La Vierge, observant depuis les coulisses, s'attendait à ce résultat. Après tout, Gillian avait été capitaine pour une bonne raison. Les attaques directes sont tout simplement inutiles contre un monstre de puissance comme lui. La Vierge ordonne alors à ses hommes de se diviser en deux groupes pour l'attaquer des deux côtés. Mais Gillian, sans perdre une seconde, saute sur son cheval, hache en main, et charge droit sur eux. D'un seul balayage de sa hache, il les efface comme s'ils n'avaient jamais existé. Pas un seul ne parvient à s'approcher.
Certains tentent alors de viser son cheval, pensant que c'est leur seule chance. Mais ils n'en ont même pas le temps. Gillian fait tournoyer sa hache comme un mixeur infernal, tranchant tout sur son passage et transformant le sol en un champ de bataille chaotique. Finalement, la Vierge elle-même entre dans l'arène, incapable de contenir sa rage brûlante. Il hurle que Gillian a déjà ruiné sa vie et qu'il ne le laissera pas saboter ses plans. D'un geste brutal, il tue le cheval de Gillian, mais le vétéran bondit au sol avec l'agilité d'un homme plus jeune que son âge. Sans perdre une seconde, la Vierge se précipite sur lui avec sa lame, mais Gillian bloque l'attaque d'un coup sec avec sa hache. En plein combat, Gillian, imperturbable, lui rappelle calmement qu'il n'est plus le capitaine des Ratatosk. Ce simple coup de poing verbal, combiné à une frappe monumentale, laisse la Vierge vacillante. Du sang s'échappe de sa bouche alors qu'il bredouille, abasourdi, en se demandant qui est alors le capitaine, si ce n'est pas lui. Gillian, sans montrer le moindre signe d'émotion, canalise son mana avec calme et déclare qu'il a abandonné son passé. Aujourd'hui, il est le subordonné du jeune seigneur gisant. Ces mots laissent la Vierge complètement abasourdie. Fou de rage, il charge comme un forcené, incapable d'accepter que l'homme qui a détruit sa vie reste aussi détendu et nonchalant. Les deux guerriers reprennent leur duel explosif, chacun cherchant à dominer l'autre. Mais il est évident que la Vierge, bien qu'enragée, agit uniquement sous l'effet de sa frustration. Ses coups sont puissants, mais désordonnés, tandis que Gillian reste froid et méthodique. La Vierge hurle alors que c'est à cause de Gillian que les Ratatosk ont été dissous, que sa vie a été anéantie et qu'il a fini par vivre dans la honte, luttant simplement pour survivre. Mais Gillian, stoïque, ne répond pas. Il se contente de frapper, encore et encore, d'une force implacable. Finalement, la Vierge parvient à frapper le bouclier de Gillian d'un violent coup de pied, le rendant inutilisable. Triomphant, il hurle qu'il avait sacrifié toute sa vie pour que les Ratatosk deviennent légendaires dans l'histoire, et que Gillian a tout gâché pour devenir un simple pion d'un noble gâté. Il avoue, dans un râle de haine, qu'il ne sait pas s'il pourra un jour lui pardonner. Mais Gillian, imperturbable, ne lui laisse pas le temps de réfléchir. Sa hache s'abat avec la même puissance brutale, forçant la Vierge à reculer une fois de plus. Il finit par lancer ses poignards de ninja avec précision, mais Gillian, impassible, fait tournoyer sa hache pour dévier les trois lames comme si elles n'étaient que des brindilles. La Vierge, sans perdre un instant, charge avec un poignard en main, mais son attaque manque sa cible. Le duel s'intensifie, et malgré la force indéniable de Gillian, la Vierge reste convaincue que le vieux guerrier a perdu de sa superbe depuis ses jours de gloire en tant que capitaine. Pendant que Gillian se consacrait à guérir sa fille, la Vierge, elle, s'était forgée dans d'innombrables batailles, devenant plus forte, plus féroce. Avec un sourire narquois, elle est presque certaine que cette version bon marché de Zeus n'est plus à la hauteur. La Vierge ramasse alors rapidement les trois poignards tombés au sol et les lance de nouveau vers Gillian. Mais notre gigachad légendaire les arrête à main nue, comme s'il écartait quelques mouches agaçantes. Voyant que ses attaques échouent, la Vierge charge encore une fois, pleine de rage. Gillian, imperturbable, balance sa hache, et cette fois la lame frôle dangereusement le crâne de son adversaire. D'un geste magistral, Gillian insuffle du mana dans sa main et bloque un autre poignard en plein vol alors. Il s'adresse calmement à la Vierge, lui demandant si la vengeance est vraiment tout ce qu'elle cherche. Les mots frappent la Vierge de plein fouet, la laissant décontenancée. Il ne lui faut pas longtemps pour réaliser que Gillian ne s'était même pas donné la peine de montrer sa véritable force jusqu'à maintenant. Avant qu'elle n'ait le temps de réagir, la hache de Gillian s'abat avec une force brutale, frappant la Vierge au visage et l'envoyant s'écraser contre un arbre voisin. Gillian s'approche alors, calme et ferme, pour lui poser une question simple. Pourquoi la Vierge n'était-elle pas venue le trouver plus tôt si sa vengeance était si importante? La Vierge ricane, amère, et avoue qu'elle s'était déjà rendue à l'ancienne maison de Gillian. Mais à l'époque, il n'y avait aucune trace des mercenaires Ratatosk, ni de leur légendaire capitaine. Tout ce qu'elle avait trouvé, c'était un vieil homme faible, indigne même d'être tué. L'idée que l'homme qu'elle admirait autrefois ait disparu est un coup difficile à encaisser. Mais Gillian, voyant malgré tout l'esprit d'un guerrier en elle, fait quelque chose d'inattendu. Il lui lance une épée, la regardant droit dans les yeux. En rengainant sa propre lame, il lui rappelle qu'il est maintenant lié à la volonté d'un autre. Mais pour l'instant, il est prêt à honorer son ancien camarade avec le plus grand des respects, en tant que capitaine des mercenaires Ratatosk. Pour la Vierge, ces mots résonnent comme un rêve devenu réalité. D'un bond, elle attrape le poignard et se lance dans la bataille avec toute sa force. Les deux guerriers s'affrontent avec une intensité incroyable, leurs armes s'entrechoquant à une vitesse si fulgurante que des étincelles fusent de toutes parts. Pendant un moment, ils semblent à égalité, comme s'ils étaient redevenus les combattants d'autrefois. Mais soudain, Gillian frappe, sa lame s'enfonce brutalement dans les côtes de la Vierge. Même avec cette blessure, la Vierge refuse d'abandonner. Elle avance, prête à riposter une dernière fois. Mais sa tentative reste vaine, et Gillian, avec une maîtrise implacable, est prêt à porter le coup final. Au dernier moment, Gillian s'arrête et parle d'une voix grave et respectueuse. Il promet à son ancien camarade qu'il se souviendra d'elle comme du 5e commandant d'unité des mercenaires Ratatosk. Pour la Vierge, c'est un moment réconfortant d'être enfin reconnu par le capitaine des mercenaires Ratatosk, un instant de fierté qui illumine son visage d'un dernier sourire avant que la lame de Gillian ne mette fin à son parcours de fier guerrier. Une fois le combat terminé,
Gillian ramasse le poignard utilisé par son ancien camarade. Gisant et Belinda sortent de la calèche et la première chose qu'ils remarquent est le chaos macabre autour d'eux, des membres et des cadavres éparpillés partout. Belinda, avec un air pragmatique, fait remarquer qu'il pourrait facilement se faire un joli pactole en pillant les cadavres. Gillian s'incline légèrement et s'excuse pour le retard inutile, mais notre garçon le rassure avec un sourire en disant qu'il n'y a pas à s'inquiéter pour si peu. Il ne peut s'empêcher d'admirer à quel point Gillian est exceptionnel, bien plus qu'il ne l'avait initialement imaginé. Dans sa vie antérieure, lorsqu'il avait quitté la maison pour devenir mercenaire, les récits sur Gillian avaient joué un rôle déterminant dans sa formation pour devenir le roi des mercenaires. Aujourd'hui, il est reconnaissant d'avoir pu recruter un allié aussi fiable grâce à sa réactivité. Il remarque alors que Gillian s'accroche au poignard de la Vierge et lui demande s'il connaissait cet homme. Gillian confirme d'une voix calme qu'ils étaient autrefois d'anciens camarades. Cela pousse Gisant à réfléchir à ses propres amis de sa vie antérieure. Il se demande ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, lui qui ne les avait pas encore rencontrés à ce moment précis. Il est certain qu'ils vivent leur vie chacun de leur côté, mais il compte bien les retrouver et les rallier à sa cause. Puisque tout est désormais réglé, il décide de suivre la suggestion de Belinda, rassembler tout ce qui a de la valeur sur ses corps. La jeune femme, ravie, demande à Gillian de prendre les devants et de collecter les objets précieux. Mais le guerrier brutal lui rappelle, avec un soupçon d'irritation, qu'il n'est pas son subordonné. 2 jours plus tard, après ce qui semblait être une éternité sur la route, notre groupe arrive enfin sur le territoire de Pérom. Lorsque la calèche traverse la frontière, Gisant ressent une étrange chaleur au cœur, celle d'avoir une maison où retourner. Lui qui, jadis, pensait pouvoir revenir à tout moment après avoir fui, s'était bien trompé. Il se tourne alors vers Gillian pour lui demander ce qu'il pense de l'endroit. Pris de court, le géant hésite un instant avant de lancer maladroitement que c'est génial. Mais Gisant, qui connaît trop bien les lieux, ne se laisse pas berner. La réalité, c'est que tout est en ruine. Même Gillian, à contre-cœur, doit admettre que la situation est désastreuse. Les maisons sont vétustes, aucune rénovation n'a été faite, et les champs sont complètement laissés à l'abandon. Les agriculteurs ont été enrôlés de force dans l'armée, laissant les terres incultes et stériles. Gillian mentionne alors les rumeurs qu'il avait entendues. Pérom serait constamment en guerre contre les barbares du Nord. Mais ce qu'il voit de ses propres yeux dépasse largement ses attentes. Gisant acquiesce, affirmant que c'est là l'un des nombreux problèmes qu'il compte résoudre. C'est précisément pour cela qu'il a besoin de la force légendaire du capitaine des mercenaires Ratatosk. Ce sera une bataille longue et difficile, une bataille pour éliminer l'influence du duc de Lynn et pour protéger tout ce qui a été pris pour acquis. Mais notre garçon est déterminé. Il fera renaître cette terre, coûte que coûte. Finalement, alors qu'ils arrivent aux portes du château, Belinda s'arrête net, choquée. Elle fixe quelque chose d'inattendu sur le chemin. Là, face à eux, se tient le père de Gisant, l'homme qui avait disparu depuis le début de l'histoire. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous dès maintenant à Manoir Résumé. Votre soutien fait toute la différence et me permet de continuer à partager ces récits incroyables.